Hello, James. Alec? Back from the dead. No longer just an anonymous star on the memorial wall at MI6. Why? Hilarious question. James Bond, Her Majesty's loyal terrier, defender of the so-called faith. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken, not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Forgot to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I got the bitch. Bienvenue à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, nous parlons de L'œil de feu, sorti en 1995 et réalisé par Martin Campbell, avec Pierce Brosnan, Isabella Scorupco, Famke Janssen, Joe Dawnbreaker, Judi Dench, Godfrey John, Alan Cumming et Sean Bean. Je suis Mathieu et, tu sais, avec tous les films que je fais, il y a beaucoup de films quand même qui sont assez vieux, tout ça, fait que, tu sais, ça me fait peut-être moi-même aussi un vieux dinosaure. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films ou les aventures de James Bond à l'écran. Aujourd'hui, on est rendu à la nouvelle ère. On vient de sauter, là, c'est comme vraiment là, un genre de reboot. Où, tu sais, dans le fond, c'est tout ce qui se passe en arrière de la caméra. Même en avant, là, on va voir qu'on a un nouvel acteur, mais il y a beaucoup de personnes aussi en arrière qu'ils vont avoir changé. Tu sais, Albert Broccoli, là, qui était là depuis L'espion qui m'aimait. Il sera pas vraiment impliqué avec le film. Ça va être sa fille qui va avoir pris les commandes là, de la franchise jusqu'au moment présent, là, en 2021. On a Richard Maybaum qui avait écrit beaucoup là, des films là, précédents là, depuis quelque chose comme Thunderball. Lui aussi, il est décédé là, pas longtemps là, après le dernier film là, de Permis de tuer. On va amener là, des nouveaux écrivains pour la série là, dorénavant. Tant qu'à changer d'acteur pour faire James Bond, on va changer Moneypenny et le personnage de M. On va avoir des nouveaux acteurs pour ces personnages-là. On va avoir changé beaucoup d'affaires, là, tout pour refaire la formule. Même la formule, on va en parler là, pendant tout le film, le scénario tantôt. On va avoir changé beaucoup d'affaires là, pour adapter là, le film. Faut savoir que ça fait 6 ans depuis le dernier film. On est parti de 89 jusqu'à 95 là, quand ce film-là est sorti. On voulait faire un troisième film avec Timothy Dalton, puis même j'en ai parlé là, la semaine passée avec Christophe. On avait même commencé à planifier un 4e film. Ces films-là, ils savent déjà qu'il va y avoir un prochain film. Fait que on commence déjà un peu tranquillement à travailler là, sur des idées pour faire le film qui suit. Le scénariste, un des scénaristes qui a travaillé sur le film d'aujourd'hui, on va avoir retenu là, des idées qu'il avait écrit, puis on va en rapporter là, dans le prochain film. On va en parler là, les 2 prochaines fois. Dans le fond, il y a des idées qui ont traversé là, les films. Puis en même temps, on a changé d'air. On n'est plus dans la guerre froide. Le mur de Berlin a tombé. Puis tout ça. Puis tu sais, il y a plein d'affaires qui ont changé dans le monde. On commençait à rentrer aussi là, dans le monde de l'Internet. Tu sais, c'est vraiment là, tout le monde a changé beaucoup là, dans ces 6 dernières années. Mais tu sais, ce qui est le fun là-dedans, c'est que vous n'avez pas changé de podcasteur. En bout de ligne, c'est encore moi qui est là aujourd'hui. En parlant du podcast, si mettons vous voulez retourner en arrière et écouter là, toute la rétrospective depuis le début à partir du film de Casino Royale 1954, rendez-vous sur premiervisionnement.com où est-ce que vous allez pouvoir trouver toute la rétrospective là, où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui et justement où est-ce qu'on va continuer jusqu'au 28e épisode où est-ce qu'on va parler là, du nouveau film là, Mourir peut attendre, qui devrait arriver là, pas mal flush avec la fin de la rétrospective. Il va rester peut-être une semaine et demie là, tant que l'épisode soit sorti, tout ça. Donner un tampon, laisser le temps de l'écouter, puis vous préparer correctement là, pour le nouveau film. Au moment d'enregistrer, à la mi-juillet, ou fin juillet plutôt, on est rendu, on ne pense pas encore bouger la date de sortie du film. Fait que normalement le film devrait sortir au mois d'octobre. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose comme une autre vague là, du COVID là, qui va faire bouger là, la date de sortie du film?
On verra bien, mais en même temps, il est supposé sortir début octobre. Fait que je pense que même si on a une autre vague, on va pouvoir sortir le film là, juste avant l'autre vague. Fait que d'après moi, c'est pas mal une certitude que le film va sortir là, en début octobre. En tout cas, moi je souhaite, j'ai bien hâte, puis plus on approche, vraiment, là, je commence à avoir de plus en plus hâte. Mais en même temps, je me suis pas vraiment spoilé. J'ai écouté le premier trailer pour le nouveau film. Là. C'est la seule affaire. Je sais qu'il y a des bandes annonces qui ont sorti dernièrement. Puis. Je me suis gardé loin de ça autant que possible. Ça fait vraiment longtemps que j'ai vu le trailer. Il y a à peu près juste une image qui me reste dans la tête. Mais à part de ça, il n'y a rien d'autre que je me rappelle. Puis tant mieux, ça va être toute la surprise qu'il va y avoir au mois d'octobre. Je sais que je dis tout le temps que j'essaie autant que possible de jamais me spoiler pour quand je rentre dans un nouveau film, tout ça. Puis je regarde pas les bandes annonces. Mais James Bond, c'est la seule exception que je fais là-dedans. Je suis comme pas capable. Je vais juste l'écouter une fois. Là. Je l'écoute pas en boucle, là, mais c'est juste un petit peu pour me préparer. En même temps, normalement, je sais à quoi m'attendre aussi. Fait que il n'y a pas grand spoiler. Puis, premier trailer, normalement, pas trop de spoiler. C'est juste un peu des idées qui passent. Fait que. C'est le plus dangereux, c'est toujours écouter le deuxième trailer, puis c'est là où ils commencent à mettre là, des points là, assez là, des bouts d'histoire, tout ça, des affaires là, qui vont se passer dans le film, tout ça. Fait que ça, il y en a un qui est sorti là, il y a quelques jours, puis je me garde très loin de ça autant que possible, en espérant que personne parle trop sur l'internet, tout ça, j'essaie de faire attention. Je suis plusieurs groupes de James Bond, tout ça, je m'informe quand même un peu, voir comment ça va, mais j'essaie autant que possible de me garder le plus éloigné là, de No Time to Die. Mais c'est ça, c'est pas toujours facile, mais en tant que tel, c'est pouvoir rentrer puis pouvoir savourer le film là, comme qu'il doit être, puis pas trop s'attendre. Quand on sait qu'on va le voir, ça sert pas à grand chose de trop se spoiler. Et aussi, au mois d'octobre, on va continuer aussi la rétrospective de Halloween, qui est encore cédulée aussi. Je pense qu'aussi ça va être un peu la même affaire. Je pense qu'on va avoir la chance là, de le sortir si maintenant il pourra avoir un genre d'autre vague ou quelque chose de même, là, un autre confinement. D'après moi, là, ce film-là va réussir à sortir avant ça. Fait que mois d'octobre, 2-3 semaines après James Bond, on va parler Halloween. Halloween Kills, le prochain, le 12e film là, dans cette franchise-là. Fait que ça s'en vient là, plus tard dans l'année. Puis en même temps, dans les prochaines semaines, on va couvrir là, d'autres films là, de DC Universe, parce que je veux dire, on est à les deux pieds dedans là, dans ce temps-ci. Fait que il va y avoir Suicide Squad qui va sortir là, très prochainement. Fait que ça aussi, là, ça va être au podcast. Et dernièrement, bien sûr, en continuant la rétrospective de James Bond, dans 3 semaines, Christophe va revenir encore une fois pour clôturer l'ère de Pierce Brosnan. Ce qu'on va parler là, du film d'aujourd'hui. On survole en tant que tel. Si vous avez écouté là, les épisodes là, de Les Diamants sont éternels pour clôturer là, l'ère Sean Connery et George Lazenby. On avait survolé un peu là, juste les films grosso modo, on a parlé un peu, mais sans trop s'attendre à ce film-là. C'est sûr qu'on couvre plus principalement le film de la semaine, mais des fois on fait des comparatifs, tout ça, fait que c'est ce qu'on a fait sur Diamants sont éternels, sur Dangereusement Vôtre pour fermer Sean Connery, Roger Moore, excusez, et c'est ce qu'on va faire. On a fait Permis de tuer la semaine passée pour couvrir Timothy Dalton. Et on va faire Meurt un autre jour pour clôturer là, les 4 films de Pierce Brosnan. Alors, avant de sauter là, sur ce qu'on annonce pour le podcast là, dans les prochaines semaines ou prochains mois, c'est ça, je parlais en arrière de la caméra que pas mal tout le monde a changé. Même John Barry devait revenir. On y avait affaire, puis lui, il venait d'avoir un enfant, mais il voulait plus s'occuper de ces choses-là. Fait que, dans le fond, John Barry ne reviendra pas là, dans la franchise. Mais ça dit quand même qu'il était approché dans le temps, tout ça, c'est quand même le fun de le savoir, mais en même temps, on veut du sang nouveau, on veut rebooter là, la franchise. Rebooter, c'est peut-être un gros mot, là, parce que dans le fond, on veut la continuer, mais c'est ça, une fois que le Permis de tuer est sorti,
On a vendu là, comme la compagnie de distribution là, MGM, puis c'est un peu tout ça là, ensemble là, qui a fait qu'il y a eu des droits là-dedans, puis comme une guerre là, de droits, tout ça, savoir qui peut garder les droits, puis tout ça. En tout cas, je sais pas exactement là, l'histoire, mais on est embarqué là, dans le fond plus dans une bataille légale qui a fait que toute la franchise là, a été mise sur pause. C'est sûr que si maintenant on voulait quelque chose de James Bond qui sortait, ben, on avait une série animée là, pour enfants, là, James Bond Jr., qui passait à la télé, que honnêtement ça a tombé que je l'ai vu, mais je l'ai jamais écouté. Je veux dire, ça passait après je sais pas quoi que j'écoutais. Je sais que je voyais le générique d'intro, puis après ça, ben je passais à autre chose. J'étais comme un petit peu plus vieux dans mon temps, fait que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment suivi, puis je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais tu sais, je suis en train de lire un livre, ça fait plusieurs semaines que je le lis, puis j'ai pas encore terminé là, de le lire, qui parle un peu là, de cette franchise-là aussi. J'en ai parlé la semaine passée, où ce que je parlais là, les films là, de Timothy Dalton là, qui avait été qu'est-ce qu'on avait planifié, tout ça. Dans ce film-là, là, dans le livre, plutôt, il parle beaucoup là, des scénarios là, de Timothy Dalton, qui sont quand même assez détaillés. C'est pour ça que c'est le fun à lire comme livre. C'est vraiment là, pas trop. C'est pas juste un petit sommaire là, comme on lit sur Wikipédia. C'est vraiment assez long puis assez détaillé là, comme histoire. On pouvait voir un peu qu'est-ce qu'on avait planifié là, comme histoire avec Timothy Dalton pour son 3e et 4e film ultimement. Là, c'est pas mal sûr là, que le 4e film n'aura jamais été pareil, mais il y avait des affaires intéressantes là-dedans. En tout cas, j'en ai parlé là, la semaine passée. Je vous invite à écouter le podcast avec moi et Christophe là, qui on a parlé là, de Permis de tuer. Mais c'est ça, fait que éventuellement, tout le temps passait. Timothy Dalton, il travaillait aussi, il était quand même impliqué là, à un certain degré pour que le film soit adapté pour lui, tout ça. Fait que tout allait bien, mais éventuellement, je pense que c'était en 93, 94, il était un petit peu tanné, puis il s'est dit bon, là, c'est assez, je lâche prise. Mais ça n'a pas été long que finalement, on a réglé là, tous les problèmes légaux. Et on a décidé, c'est plusieurs, il y a plusieurs versions des faits. Timothy Dalton va dire que lui a quitté à un certain point, mais en même temps, l'Aeon et tout ça, ils ont eu des rencontres avec United Artists. Puis finalement, dans leur point de vue, c'est eux autres qui ont décidé là, que Timothy Dalton n'allait pas revenir. Albert Broccoli n'était pas. Lui, il était assez loyal envers Timothy Dalton, puis qu'il voulait que Timothy Dalton revienne, mais finalement, on a réussi à le convaincre à la fin de la discussion que ça allait être Pierce Brosnan. C'est Albert Broccoli qui a supposément décidé là, que c'était Pierce Brosnan qui allait être le nouveau James Bond. En tout cas, je veux dire, il y a plusieurs idées, là, c'est sûr que ça doit être un peu là, entre tout ça, qui doit être un peu la réalité, là, quand même que ça s'est déroulé. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que Permis de tuer a été quand même assez mal reçu. Toute l'ère de Timothy Dalton était peut-être un petit peu trop en avance là, sur la franchise. Quand on va voir Daniel Craig, on va revenir au style un peu à Timothy Dalton, mais on va être dans une nouvelle ère, ça va être autre chose. On va en reparler une fois qu'on va parler de Casino Royale là, 2006. Mais au moment que Timothy Dalton est arrivé, on était juste après Roger Moore. Oui, Roger Moore commençait à s'essouffler, puis il commençait à être moins lucratif. Mais Timothy Dalton n'était pas nécessairement peut-être la réponse qu'on aurait dû avoir. Il aurait peut-être juste fallu avoir un nouvel acteur. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui s'est passé là, plus tôt là, dans les 2 derniers podcasts. Mais en tout cas, là, on est rendu avec Pierce Brosnan, que justement, il aurait pu succéder à Roger Moore, qui était signé pour remplacer Roger Moore, mais en même temps, son contrat de Remington Steele était toujours en vigueur, sauf qu'on avait cancellé Remington Steele. Fait que ça lui donnait l'opportunité d'être James Bond. Mais en tant que tel, avec la popularité de Pierce Brosnan et le contrat qu'il avait signé pour être James Bond, ça l'avait donné comme un renouveau ou un dernier souffle à Remington Steele.
dans les réécoutes là, à la télé. Fait que on s'est dit, ben, on va repartir Remington Steele pour une 4e saison. Mais malheureusement, ben, Remington Steele marchait dans le fond sur l'idée que Pierce Brosnan était le nouveau James Bond, sauf que James Bond, il n'était pas Remington Steele en même temps, ce que Albert Broccoli avait dit, et il a décidé qu'il coupait le contrat à Pierce Brosnan. Malheureusement, Pierce Brosnan a perdu le rôle dans le temps, mais c'est là qu'on a décidé que vraiment, ben, on avait une ouverture pour avoir un nouvel acteur pour succéder à Timothy Dalton, et c'est là qu'on est allé rechercher Pierce Brosnan. Si on se rappelle bien, quand j'ai parlé là, de Rien que pour vos yeux, la comtesse, je me rappelle plus comment elle s'appelait au milieu du film, ben c'était la femme à Pierce Brosnan. Dans le fond, c'était la manière qu'il avait été approché dans le temps, puis dans le fond, il était sur les plateaux de tournage en 1980-81 quand on filmait le For Your Eyes Only, puis c'est ça, ben, ça l'avait amené là, à ce que je viens de compter. Mais c'est ça, fait que finalement, ben, à 42 ans, Pierce Brosnan a finalement le rôle. D'après ce que je pouvais comprendre, ben, il était quand même assez confiant, mais c'est sûr que son orgueil était un peu frappé. On s'entend que selon ce que je pouvais écouter et lire, ben, Pierce Brosnan, même s'il est assigné pour jouer là, dans Tuer n'est pas joué ou The Living Daylights si vous préférez, ben il a jamais écouté le film parce que c'est sûr que c'était comme une genre de blessure qu'il avait eu, puis il voulait pas comme tourner le fer dans la plaie, comme on dit. Fait que c'est sûr que tant qu'il était pas en train de filmer, ben, c'était pas comme victoire pour lui, mais finalement, ben, on le voit à l'écran aujourd'hui. C'est sûr que ça serait assez drôle de voir Timothy Dalton, Pierce Brosnan avec quelque chose comme 8 ans de moins là, aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait été un petit peu trop jeune là, dans The Living Daylights. Mais en tout cas, je pense qu'à 42 ans, là, il est parfait là, pour le rôle là, d'aujourd'hui. Mais je vais la parler tantôt là, quand on va parler du scénario. Alors, le film d'aujourd'hui, normalement, dans la section de thématiques, tout ça, je parle de les histoires qui ont influencé le film d'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on est une nouvelle histoire propre. Même dans Permis de tuer, où on disait, bon, ben, c'est pas le nom d'une nouvelle ou un livre ou quelque chose qui venait d'Ian Fleming. Ben, la plupart de l'histoire avait quand même beaucoup été influencée par des histoires quand même là, de Ian Fleming. C'est juste que on avait vraiment fait quelque chose alentour, mais on avait quand même une base qui pouvait partir là, d'une histoire d'Ian Fleming. Aujourd'hui, ben, on part de rien. On part vraiment là, de juste des idées de James Bond. Puis on veut refaire le personnage, on veut le mettre à jour. Il n'y a plus de guerre froide. C'est tous des concepts qui étaient peut-être plus 1960. Puis c'est sûr que James Bond aussi a évolué avec son temps, mais comme j'ai dit un peu plus tôt, ben les temps ont évolué là, quand même beaucoup aussi là, dans les 6 dernières années là, où ce qu'on avait vu James Bond. C'est sûr qu'on voulait pas le garder, on voulait faire vraiment une majoration assez grandiose par rapport aussi que le dernier film ben, avait plus ou moins marché là, avec Timothy Dalton. C'était pas un flop, mais c'était pas un succès. Puis on voyait là, que peut-être là, la franchise là, elle commençait là, à perdre pied. Là. Fait que c'était comme important un peu là, d'arriver puis de trouver là, quelque chose d'actuel. Puis embarquer là, James Bond là, pour le solidifier là, pour aller de l'avant. Parce que dans le fond, si ce film-là marche pas, ben, il n'y a plus de suite. C'est pas mal ça. On met pas mal tous les œufs là, dans le même panier. Même en tant que tel, il y a un genre d'un budget là, de 60 millions. C'est beaucoup plus que les derniers films. Vous allez me dire, mais en même temps, il y a l'inflation aussi là-dedans. Mais pour qu'est-ce qu'on a à l'écran, c'est pas grand chose. Puis on a cherché là, souvent là, à gratter des suns un peu partout. C'est un film là, qui a été fait là, pour qu'est-ce qu'il veut apporter. Ben, il est fait sur un petit budget. Puis ça paraît pas tant que ça, parce que le réalisateur en arrière est quand même assez expérimenté, puis capable de bien travailler son budget. C'est quand même assez drôle. On dirait là, qu'on a une mentalité quasiment que quand on fait un film d'horreur, que souvent on a les budgets qui sont tout le temps coupés, puis normalement là, les réalisateurs
doivent trouver là, des côtés créatifs pour faire, pour amener leur atmosphère, tout ça. Puis, en tout cas, dans les films d'horreur, là, c'est très commun, là, où on coupe tout le temps le budget. Ben, ça arrive aussi dans d'autres films, mais dans les films d'horreur, on peut s'en servir vraiment pour être plus efficace. Puis, dans le film d'aujourd'hui, ben, c'est un peu la même affaire, puis ça va être quand même assez impressionnant, même. Là, on va en parler. Là, je veux pas trop sauter à la conclusion tout de suite, là, puis donner là, mes points définitifs, mais on va forcer là, quand même là, de faire attention tout ça pour côté budgétaire. Mais c'est ça, on veut amener James Bond aussi là, dans le nouvel ère que, comme James Bond ne va plus fumer. Quelque chose là, que je pense qu'on voyait même pas là, aussi là, dans Permis de tuer. Là, je pense que la dernière fois qu'on l'avait vu fumer, c'était dans Tuer n'est pas joué. C'est sûr que sa relation avec Moneypenny, le flirting là, qu'ils font au bureau, on n'est plus dans la même ère quelque part, puis on veut quand même là, le montrer à l'écran que son comportement là, est très limite, sinon inacceptable là, à un certain point. Fait que c'est toutes des choses qu'on veut montrer là, que on a évolué là, au fil du temps. Puis on veut nous le mettre là, en pleine figure quand on va voir le personnage là, de M qui va carrément lui dire là, ses 4 vérités. Puis c'est des choses là, que justement on veut rajouter. Puis comme avec la conversation qu'on a eue, là, moi puis Christophe, là, je pense que c'était sur Dangereusement Vôtre, qu'on parlait que justement Albert Broccoli, là, il avait suggéré là, que ce soit Moneypenny, Louis Maxwell qui devienne le patron à James Bond. Puis lui, il trouvait ça assez il était comme un peu contre l'idée là, d'avoir un patron féminin. Puis on est 10 ans plus tard, puis finalement, c'est ça qu'on a avec Judi Dench. Je vais parler d'elle un peu plus tard, mais c'est toutes des choses qu'on veut faire pour montrer là, l'évolution du personnage. Le film ouvre avec L'œil du pistolet, qui a été refait là, totalement là, avec quand même que ça bouge tout ça, on le voit là, que ça a été refait, puis c'est plus le même procédé là, qu'avant. Moi honnêtement avec Pierce aussi au centre tout ça, c'est vraiment quelque chose là, de ça fesse là, parce que justement là, c'est tellement nouveau comme que ça se voit que c'est au bout du jour là. Avec la musique là, d'Eric Serra en arrière, tout ça, c'est quelque chose de bizarre. Si je me ramène au cinéma quand j'ai écouté le film, dans le fond, le dernier film, là, c'est quand même. Je suis allé voir avec mes parents, puis je pense, je disais au podcast, là, c'était genre, j'ai comme un côté nostalgique sur ce film-là parce que c'est comme genre le seul film que je me rappelle d'avoir vu avec mes 2 parents au cinéma. Mais ce film-là, c'est un film que personne ne voulait aller voir entre mes amis, tout ça. Puis quand j'ai terminé l'école un bon vendredi, je pense que c'était la journée de la sortie du film, justement. J'ai pris la bus, puis je suis allé voir seul parce qu'il y avait personne qui voulait aller voir. Fait que moi, c'est pas quelque chose qui me gêne en tant que tel. Je le fais encore aujourd'hui avec le podcast, fait que, puis les racines sont là, je veux dire, en tout cas, peu importe. Fait que, quand même, comme repensant, là, comment que je me sentais, c'est sûr que c'est des sentiments qui ont un peu évolué avec le temps, mais avec le son, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même pas standard, c'est pas John Barry qu'on entend. C'est comme un genre de son qui fit quand même avec le temps. C'est pas à 100% là, quelque chose qui sonne 1995. Mais je veux dire, pour tout l'œil du pistolet, j'ai pas de problème. Si on va pour parler d'Eric Serra en même temps, là, tant qu'à parler de musique, on va parler le compositeur là, du film. Comme je disais, la première fois que j'ai vu le film,
c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis que ce n'est pas très très Bond. Moi, la langue, je me suis comme adapté au film, tout ça. J'ai pas trop de problèmes en tant que tel, mais ça jure pas mal avec tous les autres films. Là. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. Peut-être que on va parler là, de Bill Conti qui a fait For Your Eyes Only. On va parler là, de Marvin Hamlish qui a fait le film là, de L'espion qui m'aimait. Qu'il sortait là, comme L'espion qui m'aimait est plus un son 70, le film de 81 For Your Eyes Only peut-être un son plus 80, mais ça l'amenait comme James Bond à l'état du moment. Mais ça restait quand même un peu un film de James Bond, mais ça donnait quand même là, une saveur du compositeur en tant que tel. Puis là, après ça, c'est ça, on revenait souvent aussi quand même à John Barry, un film sur deux. Là, la dernière fois, on a eu Michael Kamen, qui avait quand même quelque chose qui, un peu là, dans le royaume là, de John Barry, mais ça jure totalement quand même. Mais c'est pas une trame sonore que je déteste, mais elle est quand même assez bizarre à écouter. À côté là, de quand on écoute n'importe quelle autre trame sonore là, dans tous les films de James Bond, depuis et même avant et après, là, tout simplement. Mais c'est pas quelque chose que je trouve. Je me suis, comme j'ai dit, je me suis adapté au film. Puis sa trame sonore, puis je veux dire, c'est une trame sonore que j'écoute de temps en temps. C'est pas une trame sonore que j'aime beaucoup, par contre, là, que je mets là, dans mes tops. Tout simplement, il y a des petites affaires là, que j'aime bien. C'est sûr que on entend beaucoup de triangles là, où ça sonne vraiment électronique. Là. Eric Serra, lui, travaillait beaucoup avec Luc Besson. Puis en tant que tel, c'est quand même un peu la manière qu'il est approché. Eric Serra, lui, il a fait la musique, tout ça, puis il a été approché par les producteurs, puis ils ont dit, tu peux-tu rajouter un petit peu là, de thème de James Bond là-dedans? Lui, dans sa tête, on était là, on lui a demandé de faire sa musique. Au début, c'est ça, il n'avait pas vraiment mis de James Bond dans sa musique. Ils ont demandé, fait qu'il y en a rajouté un peu partout. Moi, j'ai pas de problème là, avec le début là, où on a comme les tambours là, qui fait le son, la tonalité là, de la tune de James Bond, tout ça. J'ai vraiment aucun problème. J'aime beaucoup là, la musique là, dans toute l'introduction. Pendant le film, il y a des fois que en tout cas, elle me laisse indifférente. Mais il y a quand même là, des bonnes pièces. Mais ça, c'est comme dans l'après-coup. C'est quelque chose là, plus là, depuis là, les années 2000 de ça, que j'ai commencé à vraiment aimer la trame sonore. Je dirais que dans le temps, je trouve que ça joue tout ça. Puis c'est peut-être que c'est justement à la longue, à force là, de l'entendre, je vais adhérer avec. Mais ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'il y a la scène plus tard, je saute un petit peu là, dans le temps. La scène du tank à Saint-Pétersbourg, c'est un autre compositeur qui est arrivé. Dans le fond, c'était lui qui faisait là, la musique là, qui l'orchestrait. Qu'est-ce que Eric Serra écrivait? Lui, il orchestrait la musique écrite. C'est John Ottman. John Ottman, j'en ai parlé quand j'ai parlé de la trame sonore de Halloween 7 ou Halloween H2O si vous préférez, qui est quand même assez drôle ou même ironique comme situation, parce que là on est en 95, puis John Ottman, on lui a demandé, parce que qu'est-ce que Eric Serra avait écrit pour la scène du tank, point de vue montage sonore, ça faisait que tout était perdu dans le mix. Fait que il fallait avoir quelque chose de plus héroïque. En tout cas, je veux dire, la manière c'est fait, là, je suis pas trop connaisseur là-dedans. Puis la manière qu'on voulait embarquer les sons de tank tout ça, ça faisait que la musique, c'est ça, était cachée. Puis on a demandé à John Ottman d'écrire quelque chose de plus orchestral, tout ça, puis de faire qu'est-ce qu'on a là, dans le film, dans le compte-rendu. Fait que on a comme John Ottman là, qui vient comme techniquement là, quasiment sauver la trame sonore là, pour certains, puis même dans la production, c'est ce qu'il voulait là, plus comme ou qu'est-ce qu'il s'attendait là, à avoir comme trame sonore, là, c'est plus ça qu'il aurait voulu avoir, mais en tout cas, John Ottman arrive comme sauveur pour sauver cette scène-là.
Ça va être carrément l'inverse 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, plutôt, quand on va faire Halloween H2O. John Ottman va écrire toute la trame sonore du film d'Halloween. Puis finalement, on va dire que sa musique écrite, c'est pas mal là, acheté aux poubelles. Puis c'est juste que c'est parce que ce film-là était comme trop près de la sortie que ça marchait pas. Puis finalement, on avait juste recollé là, de la musique de Scream, puis on avait gardé quelques pièces, mais si vous écoutez, si vous êtes un peu fan aussi là, des films d'horreur de la franchise Halloween, vous pouvez voir là, sur le DVD qu'est-ce qu'il fait comme trame sonore, tout ça, puis je veux dire, il est vraiment pas sauveur là, de la trame sonore là, d'Halloween en tant que tel, là, moi je suis pas de l'enlever là, carrément dans Halloween, là, ça sonne plus comme du Danny Elfman, mettons, là, dans un film d'Halloween, ça ne fit pas. Mais en tout cas, vous pouvez écouter là, qu'est-ce que j'avais à dire là, sur Halloween H2O dans les archives là, du podcast. Mais c'est ça, c'est juste que c'est vraiment ironique que là, aujourd'hui, il est là pour sauver la trame sonore. Puis 3 ans plus tard, on le demande de sortir parce qu'il est en train de tout scraper. Là. Il a tout scrappé la trame sonore. C'est juste vraiment là, un côté là, ironique. Mais, je veux dire, est-ce que je préfère Eric Serra ou est-ce que John Ottman a sauvé la trame sonore? Bon, c'est correct là, pour la scène, mais ça jure, quand ça arrive à ce moment-là, je trouve que il y a quelque chose qui marche pas là, dans la scène, parce que justement, ça change drastiquement de style, puis ça marche pas tout à fait rendu là. J'aurais quasiment préféré d'un côté là, qu'on essaie de trouver une manière d'embarquer là, la musique là, que John Ottman avait, que Eric Serra avait écrit, là, mais en tout cas. Ça, c'est ce que j'ai à dire pas mal sur toute cette trame sonore-là. Puis je sais qu'en tant que tel, elle n'est pas très très aimée comme trame sonore, mais je pense qu'il y a des bonnes pièces, tout ça. Puis, tu sais, les tambours là, qui fait la tune de James Bond au début. Puis même le genre de cri de sirène là, qui fait. C'est comme. C'est bizarre, mais j'entends tout le temps Goldfinger dans ma tête là, avec une sirène. Là. En tout cas, j'ai pas envie de chanter aujourd'hui, mais c'est comme toujours l'impression d'entendre Goldfinger. C'est au début du film, là, mais en tout cas, ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Hein. Alors, on est introduit à notre nouveau James Bond, mais c'est pas James Bond, c'est pas Pierce Brosnan qui est là, on a un cascadeur qui est là puis qui saute en bas là, d'un barrage. Rien de numérique, c'est vraiment tout fait là, première prise, puis le gars saute en bas, puis c'est quand même assez spectaculaire. Je me dis juste pourquoi qu'on n'a pas eu Pierce Brosnan pour faire juste le haut du barrage, je sais qu'il est... Parce que tu sais, c'est quand on le sait, puis même quand je l'écoutais en DVD ou même en vidéo en VHS, on le voit que c'est pas Pierce Brosnan, puis c'est juste un petit peu dommage, on voit ses yeux, puis on a une certaine introduction. Après ça, c'est ça, il descend là, dans un genre de bunker ou une base là, d'armes russes. Puis tu sais, ils vont jouer avec ça. Ils vont dire que là, il est en Russie, puis plus tard, c'est l'URSS. C'est l'inverse, excusez. Là, c'est dans l'URSS, puis plus tard, c'est en Russie. Fait qu'ils jouent avec ça là, pour nous montrer aussi le temps. Il va y avoir beaucoup de fois que dans le film, là, on va nous montrer là, que il n'y a plus de URSS, puis que les temps ont évolué. Je vais en parler là, à plusieurs places. Là, que c'est vraiment une thématique de fond, là, comme je disais tantôt. Fait que c'est ça, tu sais, là, l'introduction propre à Pierce Brosnan qui arrive à l'envers dans une toilette, je le sais pas exactement, c'est le genre d'intro à la Roger Moore. Mais c'est ça, tu sais, c'est dans la totalité, dans toute l'introduction, après ça, tu sais, qu'on rencontre le Trevelyan, puis après ça, il y a toute la fusillade à l'intérieur, tout ça. Tu sais, honnêtement, Pierce Brosnan, il est comme parfait pour le rôle. Il y a tout, tu sais, justement, tu sais, on a le petit moment de Roger Moore. Moi, j'aurais pas vu vraiment Sean Connery virer à l'envers, puis en train de dire qu'il a oublié de cogner, là, tu sais, des affaires de même. Peut-être à la limite, là, peut-être plus là, dans la fin de carrière, là, peut-être dans Les Diamants sont éternels, peut-être qu'il aurait fait ça. Mais là, on était plus là, dans le territoire Roger Moore rendu là. Mais ce que je veux dire de Pierce Brosnan, c'est qu'il est parfait pour le rôle. Là. Je veux dire, il incarne là, vraiment qu'est-ce qu'on doit penser de James Bond. Il n'y en a pas un autre, là, en tout cas jusqu'à maintenant, qui peut incarner le rôle là, parfaitement. Je suis pas en train de parler contre Roger Moore, je suis pas en train de parler de Timothy Dalton ou de contre
contre Sean Connery, George Lazenby. Je suis pas en train de parler contre eux autres, c'est juste que je suis en train de dire que depuis le début, on a eu, au lieu d'avoir une succession d'acteurs, on a eu une addition d'acteurs. On a eu Sean Connery, plus George Lazenby, plus Roger Moore, plus Timothy Dalton, égale Pierce Brosnan. C'est comme l'ultime. On va avoir le charisme ou le côté sérieux de Sean Connery. On va avoir le côté plus allégé de Roger Moore. Puis on va avoir avec George Lazenby, on n'a pas eu le temps un peu d'explorer le personnage, mais il y avait plus d'action. Puis ça va être un film qui va être bourré d'action. Mais Timothy Dalton, c'est pas mal aussi la même chose, où ce qu'on voit que c'est lui qui fait l'action, ben c'est ce qu'on va ressentir aussi avec Pierce Brosnan. Fait que tout ça pour dire que on a le paquet carrément là, en un acteur. Est-ce que c'est mon meilleur acteur? Je pense que je suis comme un petit peu partout en tant que tel. Je veux dire, je les aime toutes à quelque part. C'est comme dire c'est quel mon meilleur enfant. Je vais toujours être un petit peu partiel sur le côté là, de Timothy Dalton. Peut-être c'est une question nostalgie. Mais l'autre côté, Pierce Brosnan, c'est comme je pense que je veux juste pas dire Pierce Brosnan parce que j'ai le côté nostalgique sur Timothy Dalton. Mais je veux dire, c'est comme je dis, là, il ne pouvait pas avoir quelqu'un de meilleur que Pierce Brosnan. Là. Alors, c'est ça, on a l'introduction là, de Sean Bean en 006. Puis c'est ça, tu sais, que quand on regarde tous les autres films, on peut se dire, bon, ben c'est finalement un collègue là, de James Bond qui va mourir comme dans tous les autres films. On va jouer un petit peu avec cette idée-là, dans le fond, que c'est toujours le collègue à James Bond se fait tuer, puis finalement, ben, James Bond est là pendant le film, puis il va comme le venger, là, comme dans Octopussy, où on avait 009 au début, puis c'est pas nécessairement une quête de vengeance, mais c'est ça qu'on voit souvent là, dans tous les autres films. Puis c'est ça qu'on veut nous embarquer là, en début de film, en même temps là, de nous montrer aussi l'évolution du temps. Puis que c'est ça. Fait que dans toute la séquence, il y a quelque chose aussi qu'on peut quasiment voir que c'est un méchant rendu là Trevelyan, où Trevelyan va rentrer dans un local puis qui va tuer là, des scientifiques là, à sang-froid, mais ça aurait pu être James Bond aussi. James Bond il est pas là comme dire qu'est-ce que tu fais là, tout ça, c'est leur job, c'est des assassins. Juste en parlant de fusil aussi, l'introduction à 006 où il pointe le fusil là, directement là, dans la face à James Bond. Tu sais, t'as bien pas ton ami quelque part ou ton collègue, tout ça, me semble que tu ne pointes pas de. Tu sais, je veux dire, juste un coup accidentel, quelque chose de même, ça va mal. Je veux dire, en tout cas, c'est tout le temps ce qui se passe dans ma tête. Chargé ou pas, c'est le genre d'affaires qui pourrait être très dangereux pareil. Mais en tout cas, fait que on va avoir nos deux agents secrets où ils vont rentrer dans le fond. Leur but c'est de faire sauter la base. Ils vont installer des bombes, puis pendant que Bond va installer les bombes, puis il y a Trevelyan qui va barrer la porte, tout ça, puis aussitôt que l'alarme est déclenchée, on sent là, que ça va exploser partout. Puis je veux dire, on voit l'énergie là, dans toute cette scène-là où on voit le général Oromov qui va sortir avec ses soldats, puis tout ça, ça tire dans les fenêtres, tout ça. Puis il y a Trevelyan qui est là avec son AK-47 en train de tirer aussi les soldats. Tout ça, c'est comme tout déjà rempli d'action là, dans tout ça. Fait que Bond, il va mettre le timer à 6 minutes. Puis pendant ce temps-là, il y a Trevelyan qui va se faire capturer là-dedans. Il va être à genoux, puis le général Oromov va demander à James Bond de sortir avec les bras dans les airs. Moi, cette scène-là, je l'ai jamais compris. Je veux dire, ça doit faire à peu près 32 fois que je vois ce film-là, puis je ne le comprends pas, puis même je l'ai réécouté en boucle, cette section-là, juste pour être sûr que de qu'est-ce que je dis aujourd'hui. James Bond a vraiment les bras dans les airs, il est en train de s'en venir, et le général Oromov, il continue à compter. Puis, une fois qu'il tire dans la tête à Trevelyan, il dit, je te donne une dernière chance pour sortir les bras en l'air. Mais c'est parce que c'est ça qu'il avait fait juste avant. Je ne comprends pas cette scène-là, elle manque un gros illogisme. Puis ça, c'est sans parler de, dans le fond,
Dans les censures, quand on écoute les commentaires des réalisateurs, du réalisateur et le producteur Michael Wilson, j'essaie de comprendre exactement parce qu'en plus, ça a l'air qu'il avait été filmé là, où il faisait sauter la tête. Qu'il y avait du sang qui revolait ou quelque chose de même. C'est comment ça se passe exactement? C'est quoi? Trevelyan, est-ce qu'il était déjà là, en train de concocter son plan contre l'Angleterre ou c'est quoi exactement dans cette scène-là? C'est quoi tout le sens de tout ça? Pourquoi qu'en bout de ligne il est rentré puis en bout de ligne il a tué des soldats si maintenant il était de leur côté? Pourquoi ils n'ont pas tué James Bond directement? Qui n'ont pas amené James Bond juste dans un piège, tout ça. Je veux dire, c'est comme un peu. Il y a un gros illogisme là, dans toute cette histoire-là. C'est où ce que Trevelyan en fait de bord. Moi, d'après moi, au début, Trevelyan est comme un peu. Il est bon. Moi, je pense que c'est ça. Par la suite, il pensait pouvoir se sauver de là, puis finalement, le fait qu'en guillemets il a été trahi ou quelque chose de même, je sais pas comment il a réussi à survivre avec la balle dans la tête, là, mais il y a peut-être eu une genre de syndrome de Stockholm ou quelque chose de même. Par la suite, il a été pris, puis il a été torturé, puis il était juste un petit peu tiré sur le côté là, de la face en bout de ligne, puis c'est ça, on l'a torturé, puis finalement, il a décidé qu'il embarquait carrément avec des Russes. Puis pourquoi, quelque part, il a réussi à être la tête par la suite, tout ça, je le sais pas tout à fait. Mais en tout cas, je veux dire, ça marche pas tout à fait quand on se met à penser dans toute cette histoire-là. On a triché. Tout simplement, c'est tout ce que je dois dire, c'est qu'ils ont triché, puis en plus, si on a filmé, puis on l'a juste coupé au montage, là, parce que sinon, là, on allait avoir un classement le plus élevé, puis c'est pas ça qu'on veut. Dans le fond, on veut un film là, qui est quasiment familial, là, mais juste peut-être que les tout petits peuvent pas rentrer, là, mais c'est ça qu'on veut avec les films de James Bond. On veut juste qu'il y ait le plus de monde qui puisse rentrer, puis c'est pas un film très très c'est hardcore si on veut, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Là-dessus, c'est quand même assez étrange. Toute la scène là, où que James Bond sort, puis il se cache en arrière d'un chariot, puis dans le fond, c'est quand même assez rigolo rendu là. Où ce qu'il va. Il y en a un qui va tirer, puis Orma va juste y retirer va tuer son soldat dans le fond, là, parce que techniquement il y a un danger, mais vraiment, dans toutes les balles qui sont lancées là-dedans, il n'y a pas une tank de gaz qui va exploser. Là. Je veux dire, il y a des bonbonnes de gaz qui vont voler partout, tout ça, mais il n'y a rien qui explose dans ce local-là en question. Mais en tout cas, c'est juste, je me dis, c'est étrange de rendu là. Je veux dire, il y a tellement de balles qui tirent partout. Là, une fois qu'un bande embarque sur le convoyeur, tout ça, l'adrénaline est là dans sa totalité. Là. C'est comme juste parfait. Là. C'est juste. Puis, tu sais, c'est comme un petit peu rigolo, mais tu veux pas rire. C'est pas drôle nécessairement, mais je trouve que juste le ton, il est parfait. Là. J'adore toute l'introduction. Après ça, il sort, puis ça continue à tirer partout. Puis, tu sais, on sent qu'on est dans un film d'action. James Bond n'est pas nécessairement en danger. On sent pas qu'il est en danger. Mais, tu sais, toute la manière que c'est monté, je trouve que l'adrénaline est là, puis tout ça. Puis c'est sûr que là, on a le plan où ce que James Bond va embarquer là, dans l'avion, puis on sait que c'est un écran vert avant, en arrière de lui, tout ça. Puis que ça se peut pas, je veux dire, dans le fond, James Bond n'est pas plus lourd qu'un avion. Là, peut-être qu'il a une tête enflée, mais il est pas plus lourd qu'un avion. T'sais. Fait que pourquoi qu'il réussit à rattraper l'avion, c'est impossible. Mais toute cette scène-là, elle devait être quand même pour la totalité. Là, mais elle devait être filmée pour en réel. Là, il ne devait pas avoir vraiment d'écran vert. C'est sûr, je suis pas certain aussi, des fois aussi, peut-être qu'ils peuvent dire des choses, puis finalement, c'est un peu pour sauver la face, pour excuser là, l'écran vert ou l'écran bleu. Là, je sais pas avec qu'est-ce qu'ils travaillaient là, dans le temps, mais c'est pour excuser. C'est parce que c'est pas très très beau, puis c'est très apparent. Là. Supposément qu'il y avait un avion qui pouvait un peu ralentir, dans le fond, qu'il y avait un moteur qui pouvait virer de bord puis ralentir là, la course. Je le sais pas. C'est arrivé un petit peu trop tard là, sur le set, puis ils n'ont pas pu travailler avec, ils n'ont pas pu la modifier correctement. C'est ce que le commentaire dit.
j'ai un petit peu de misère à croire rendu là, tu sais, en tout cas, tant qu'à ça, fabriquer un genre d'hélicoptère qui peut ralentir, là, rendu là, mais avec une forme d'avion, je sais pas comment dire ça, là, mais en tant que tel, là, la scène a fait sa job. C'est sûr que l'écran vert détruit un petit peu l'illusion, mais j'ai rien à dire là, dans la globalité là, de l'introduction. Là. Fait que on arrive au générique avec la chanson là, chantée par Tina Turner, qui est écrite par l'écrivain et le guitariste, je pense, là, de U2. Là. Je connais U2, mais grosso modo, là, je connais les tunes populaires, puis c'est à peu près ça. Puis tous les écrivains, là, Edge, c'est qui exactement? Je pense que c'est le guitariste, là, mais si vous me dites que c'est le bassiste, ben c'est le bassiste. Là. Je suis vraiment désolé pour les fans de U2. Mais la tune est vraiment, tu sais, elle va bien avec le style à Eric Serra. Fait que, tu sais, avec, je parlais d'Eric Serra tantôt, ben, la chanson va bien avec la musique du film. Fait que, quelque part, il y a comme une genre de fusion de style ou quelque chose de même là, ça fait que tout marche là, avec le style. Fait, même si mettons on aurait eu plus la musique orchestrale là, qu'on va avoir là, dans les futurs films là, avec David Arnold ou même John Barry, je sais pas si ça aurait bien marché avec la musique thème de Tina Turner. C'est sûr que peut-être elle a été adaptée justement avec le style d'Eric Serra pour que tout marche en harmonie ensemble là. Mais c'est ça, je veux dire, c'est une tune qui est quand même là, mettons, dans mes 10 meilleures chansons là, de chansons de James Bond. Je dis pas que ça va être nécessairement la première tune que je vais vouloir écouter quand je vais écouter les chansons là, de James Bond, mais ça se peut là, que ça soit des fois la deuxième que je vais voir écouter. Mettons, c'est juste de second rang, là, mais c'est de loin meilleur là, que des tunes comme qu'on a eu là, la semaine passée là, de permis de tuer, là, License to Kill, là, je veux dire, c'est vraiment l'antithèse d'aujourd'hui. Là. Fait que il y a ça, puis en même temps, ben, il y a le générique qui est par Daniel Kleinman qui va succéder là, à Maurice Bender. Maurice Bender qui est décédé là, entre-temps depuis permis de tuer, dans le fond. Fait que on a un successeur, encore quelqu'un de nouveau pour faire le film de James Bond aujourd'hui. Ça fait du bien. Pas que je voulais voir Maurice Bender partir, mais c'est le fun d'enfin avoir. C'est la troisième personne, dans le fond. On est rendu quelque chose comme au 17e film. Puis on est la troisième personne qui fait le générique de. Ben, je parle le 17e film officiel. C'est la troisième personne. On avait, je pense que c'était Maurice Bender qui avait fait l'original de Dr. No. On avait un qui était rentré pour faire Goldfinger et Bon Baiser Russie. Et Maurice Bender a fait toute la suite jusqu'à le permis de tuer. Fait que ça fait du bien. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu avoir si, mettons, Maurice Bender aurait quitté là, peut-être 10 ans avant. J'espère juste que ça aurait été mieux que juste des images sur une fille qui était Bon Baiser Russie et Goldfinger. C'était un peu ça là, que j'aimais pas tout à fait là, de ces deux génériques-là. Ils étaient quand même juste assez de base. C'est sûr que c'était comme les premiers au début, tout ça. On faisait là, juste des tests, qu'est-ce qu'on pouvait faire, tout ça. Mais Maurice Bender, il avait fait une bonne job là, pour comme un peu évoluer. Il y en avait des bonnes, il y en avait des moins bonnes, tout ça. En tout cas, j'en ai parlé là, sur chaque film. Qu'est-ce que Daniel Kleinman nous fait? Ben, il nous fait un peu un scénario. Puis encore une fois, on va marteler là, la fin de l'URSS. Puis où est-ce qu'on va avoir les monuments là, de l'URSS qui sont démolis là, avec des femmes qui vont sortir des masques puis les détruire là. Mais on va embarquer là, les éléments de fusil puis le Walter Petka qu'on va voir un peu partout, tout ça, ça fait très James Bond, mais en même temps il y a un souffle nouveau. C'est sûr que les temps ont changé, on va utiliser un peu là, de la technologie informatique, tout ça à son avantage, puis ça fait quand même un beau rendu là, comme générique. C'est un générique là, qui est quand même mettons un de mes meilleurs. Fait qu'on se ramasse 9 ans plus tard à Monte Carlo, où ce que James Bond il est en train là,
d'avoir un test quelconque en bout de ligne, il est évalué. Puis il est dans son Aston Martin. C'est vraiment plate à dire. Puis, je pense que vous vous en doutez que je suis comme un fan de James Bond, mais c'est quelque chose que je vais reprocher à partir de le film d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que James Bond a la Aston Martin? Pourquoi il n'y a pas la Lotus? Pourquoi il n'y a pas la nouvelle Aston Martin? Pourquoi est-ce qu'il se promène avec une voiture de... Tu sais, qui a genre des gadgets, tout ça, tu sais, qui est comme l'Aston Martin, tu sais, qui était quelque chose du travail. OK, là, c'est beau, il est en mission en tant que tel. Il est-tu vraiment en mission? Il tombe comme par hasard sur quelque chose, puis c'est là que ça va devenir sa mission. C'est pas tout à fait clair là, avec Janus là, qui s'en vient, là, mais il se promène de même avec l'Aston Martin de Goldfinger, puis je sais pas exactement, c'est juste bizarre, puis ok, c'est beau. Si on l'a regardé juste dans le film d'aujourd'hui, je me dis ok, tu sais, je veux dire, là je vais en parler là, surtout quand on va revenir là, dans les films futurs, que je trouve que l'Aston Martin n'a pas rapport là en tant que tel. C'est juste un genre de rappel qu'on veut faire, mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu, honnêtement. Je comprends qu'on veut faire un rappel, mais puis on veut juste ramener le James Bond iconique, si on veut, là, peut-être qu'il est Goldfinger. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi que. Je le comprends pourquoi. Question là, de garder là, l'image intacte là, de film en film, mais on aurait dû avoir une nouvelle Aston Martin. C'est plus ça que je pense qu'on aurait dû faire au lieu de ramener la vieille Aston Martin. Fait que l'Aston Martin, pendant qu'ils sont en train de se promener, ben il y a le personnage là, de Xenia Top qui arrive à côté avec sa Ferrari, puis la Ferrari en tant que telle, à ce que je sache, était prêtée par Ferrari, était pas, il l'avait pas acheté, puis quelque part là, dans toutes ces scènes là, elle était accrochée, puis ça a coûté quelque chose comme 80 000 $ de dommages, puis en tout cas c'est ça, il fallait qu'il l'aille pour le lendemain pour continuer à filmer. Mais tu sais, on s'entend qu'avec cette scène-là, on est dans un film là, dans un univers alternatif, parce que c'est beau, tu peux t'amuser avec quelqu'un à faire une course, ou je veux dire une course mini là, mais quand tu manques de te tuer à quelque part, puis la Xenia à quelque part a failli faire un face à face avec un truck, puis elle se ramasse dans le champ, puis elle manque dans le fond, perdre le contrôle tout le temps. C'est comme là où ce que tu arrives et tu dis ok, c'est beau, on arrête ça là avant que vraiment quelqu'un se tue. Mais ça continue. Je trouve ça un petit peu, peut-être un peu con. On va le dire, je trouve pas d'autres mots. Là. James Bond, à quelque part, qui ralentit pas puis il regarde pas si, mettons, si elle se tue à quelque part, ou elle pogne un clou, quelque chose de même, on aurait pu comme montrer qu'il y a comme un sens de juste au moins vérifier si la personne s'est tuée. Je veux dire, c'est une parfaite inconnue à quelque part. Il sait pas encore à qui il a affaire. Puis là, ben, tout d'un coup, il la voit réapparaître en arrière, puis il n'y a pas de problème. C'est comme il savait, mais en tout cas, ça reste un film, mais quand on se met à y penser un petit peu, ben ça marche pas tout à fait. Ça marche pas tout à fait. On peut juste dire que James Bond, il est un petit peu con, c'est barre. En tout cas, ça, c'est un film, ça je comprends, mais je trouve qu'à quelque part, il faut que tu arrives avec. Faut que tu arrives à la conclusion de. C'est un petit peu trop dangereux juste pour se promener un peu, puis juste pour montrer là, que t'as une voiture performante. Fait que Bond, faut croire qu'il allait peut-être pas passer son examen ou son évaluation, puis finalement, ben, il va sortir là, une bouteille de champagne, puis finalement, ben, ça va, il va réussir à passer son évaluation, faut croire, parce qu'il continue à travailler par la suite. Il va se ramasser au casino. Je veux dire, dans le fond, je pense que ce qu'on veut faire au début du film, c'est juste comme ramener James Bond iconique là, avec l'Aston Martin, puis après ça, ben, James Bond au casino. On veut revenir là, à l'image là, sur Dr. No, mettons.
Puis c'est là où on va avoir le fameux Bond James Bond, c'est là qu'il va s'introduire. Ça va être quelque chose d'assez standard, puis je pense que c'est ça aussi qu'on voulait faire. On voulait pas faire qu'est-ce que Timothy Dalton avait fait, puis juste comme cracher là, le Bond James Bond. Il va le faire, puis il va le prononcer, puis tu sais, il va vraiment être posé là, quand il va le dire, c'est ça qu'on va aller chercher. On a Xena Top qui va. Qui est joué par Famke Janssen, qui est à une table là, de Baccarat, qui ramène le jeu que James Bond joue beaucoup là, dans les livres. Puis, tu sais, honnêtement, je trouve que c'est une scène qui dure trop longtemps quelque part. C'est juste comme, il joue une paire de mains. Xena Top à gagne en gagnant avec un 007, puis après ça, James Bond gagne par-dessus. Puis c'est tout. C'est comme, OK, elle gagne, puis après ça, James Bond gagne, puis après ça, ben, ils s'en vont jouer ensemble. En tout cas, c'est juste que c'est comme. On sait que c'est ça qui va arriver. Il manque un petit peu de quelque chose dans cette scène-là. Ça va être le même réalisateur qui va faire Casino Royale, là, si vous ne savez pas, qu'on va parler là, dans 4 films. Puis les poignées de main vont être. Pas les poignées de main, là, mais le jeu de cartes, en tout cas, va être carrément là, autre chose là, que qu'est-ce qu'on a là. Mais si on met ça en écoutant le film d'aujourd'hui, ben je trouve que juste que c'est tellement rien à quelque part. Je comprends qu'il voulait juste mettre l'image de James Bond à la table de casino ou la table de cartes, tout ça, puis qui est un peu une manière là, d'aborder Xenia, tout ça, puis juste montrer qu'il y a peut-être un petit peu le dessus sur elle. Comme que James Bond doit avoir quand il joue un jeu, là, c'est toujours lui qui gagne, là, mais je trouve juste qu'il manque de quelque chose dans cette scène-là. C'est trop juste n'importe quoi. Ben, c'est trop pas nonchalant, mais il manque un peu de raison d'être de cette scène-là. C'est plus ça que je peux dire. Fait qu'il va suivre Xenia, puis il va la voir rentrer là, dans un bateau. Elle a dit que dans le fond, que James Bond, il va sortir là, son rang là, de commandeur, puis elle a dit, moi j'ai mon amiral, fait que j'ai pas besoin de toi, tu sais. C'est juste sa manière là, de s'évader. Elle va s'en aller avec l'amiral, puis en tout cas, je vais parler là, de Famke Janssen. Je pense que ça va être vraiment un très bon personnage, quelqu'un là, pour assez compétitif avec James Bond. Plus tard, même avec la mitraillette, quand elle va tuer du monde, là, je veux dire, c'est quelque chose là, qui l'amuse. Dans le fond, elle n'a pas besoin de sexe dans sa vie, à quelque part, c'est tuer. Puis ça se ressent là, dans sa performance. C'est pas la plus grande des actrices. Je veux dire, c'est comme j'ai un petit peu des fois de la misère embarquée dans son personnage, mais je trouve que ça va bien quand même. Là. C'est quasiment là, contradictoire ce que je dis. Mais c'est ça. Je veux dire, en tant que tel, juste son personnage qui est comme irréel fait qu'elle embarque bien dans le film quand même. Alors, comme je disais, Bond suit Xenia, puis il la voit, puis c'est là où on a la première fois où on va entendre notre nouvelle Monopini par téléphone ou par radio, tout ça. Voilà la question que je me demande aussi, c'est-tu un lecteur CD ou c'est un lecteur de genre 45 tours qu'il y a dans sa voiture, puisque c'est une très vieille voiture, tout ça, mais en tout cas, je pense pas que c'est du CD, mais de tout ça, il y a comme une imprimante, tout ça, il y a tout le fichier là, de Xenia, dans le fond, là, qu'est-ce qu'ils savent sur elle. Fait que James, c'est là où on entend parler de Janus, qui est un groupe là, qui ne savent pas grand chose d'eux, mais quelque part, c'est où la piste, où est-ce qu'elle commence ou elle commence pas. Je veux dire, c'est la première fois. C'est où est-ce qu'on a entendu parler de Janus? Puis c'est quoi la première chose qu'ils ont fait là, pour attirer l'œil au MI6? Fait que Bond va aller. Il va attendre le jour, il va aller se coucher, puis il va revenir le jour d'après. Il va embarquer sur le bateau, puis finalement, il va se rendre compte que l'amiral s'est fait tuer, puis que dans le fond, il était Xenia est parti de l'endroit, puis qu'elle est à la veille là, de voler l'hélicoptère qui était sur le bateau.
Puis c'est ça, fait que finalement elle va se sauver, tout ça. C'est sûr que on en remarque là, que l'amiral, là, une fois qu'il est dans le garde-robe, il a la bouche fermée, puis qu'il tombe à terre, il a le gros sourire. Petite chose qui m'énerve un petit peu. Honnêtement, il y a des petites affaires qui sont un petit peu trop rigolos. Mais tu sais, des petites affaires de même, tu sais, c'est pas long, mais c'est comme un petit peu bande dessinée comme mode. C'est des petites affaires de même que je trouve un petit peu gossant, mais c'est pas long. Après, tu sais, juste voir Pierce se promener dans le bateau, je sens juste comme, tu sais, un peu un air là, de Sean Connery. En train de se promener, puis tu sais que dans le fond, c'est pas long, il y a un gars qui arrive là, de nulle part, puis c'est juste un coup d'une pirouette, tout ça, puis le gars déboule les marches. Puis c'est le genre de petite scène de même que j'aime beaucoup. Là. Juste le voir aller, je sens comme un peu l'intensité là, du personnage. Puis j'aime vraiment là, juste cette scène-là, quand il rentre avec le fusil. Là, mais c'est ça, c'est juste le fait que ça se termine avec l'amiral, puis qu'il fait un sourire. Je comprends que moi aussi, probablement que je serais mort de même là, dans cette situation-là. Là. Ça, je le comprends très bien, mais en tout cas, c'est un petit peu trop caricatural. Fait que Xenia a réussi à se sauver avec quelqu'un dans l'hélicoptère. Je pense pas que Ormov était sur le bateau. Honnêtement, je pense que c'était quelqu'un d'autre. Puis finalement, en chemin, là, elle va avoir commencé Ormov. Puis finalement, ils vont monter là, à Severnaya. Fait qu'on se ramasse à Severnaya. Je sais pas comment on dit ça exactement en français. À une base d'armes de contrôle spatial, quelque chose de même. C'est là qu'on a l'introduction à notre personnage, notre Bond Girl du film, ou Bond Woman si vous préférez. Natalia, jouée par Isabella Scorupco. Ce que je vais pouvoir dire de elle, c'est que on essaye de pas aller chercher ou un personnage qui est trop peut-être sexuel, comme on peut dire, peut-être là, qui est pas trop sexy. Si je dis c'est une très belle femme, elle va aller bien avec Pierce Brosnan en tant que tel. Je trouve qu'ils vont bien aller. Mais le problème, c'est que son histoire sera pas assez développée avec James Bond. Je pense que ça va être ça pas mal là, quand on va arriver au final. Elle va juste être pitchée en face de James Bond, puis là, ils sont supposés comme se connaître là, assez rapide. Là, oui, il va y avoir un petit moment où ils vont pouvoir commencer là, à évoluer comme personnage, leur relation ensemble. On verra pas grand chose de ça à l'écran. Mais en tout cas, moi honnêtement, là, on a fait un bon choix. Pour qu'est-ce qu'elle fait, je trouve qu'elle a de l'air là, d'une programmeuse. Là, pour qu'est-ce qu'elle fait, tout ça, j'embarque totalement. Il y en a plusieurs là, qu'on a vu là, au courant là, de toute la rétrospective que je suis pas trop sûr là, que j'embarque avec leur personnage. Mais moi, je l'achète. En tant que tel, là, j'ai aucun problème là, avec Isabella Scorupco là, pour le film d'aujourd'hui. C'est là aussi qu'on a l'introduction du personnage de Boris, joué par Alan Cumming, que lui, je n'ai parlé quand on a parlé là, de X-Men, je pense que c'était le deuxième film. Je pensais que je l'aimais un peu ce personnage-là, mais honnêtement, il tombe un petit peu. C'est peut-être aussi avec le regard éloigné. Là, ce film-là a quand même quelque chose comme 25 ans. C'était peut-être correct dans le temps, mais rendu à aujourd'hui, quand j'écoute le film, c'est quelque chose là, qui me tanne un petit peu. J'ai juste hâte qu'il débarque de l'écran. Il est trop cliché, ou ben pas cliché, mais il a de l'air plus sorti directement là, d'une bande dessinée. Fait que Xenia et Ormov arrivent, puis dans le fond, ils viennent voler le GoldenEye, ils vont tuer tout le monde, puis c'est là où on va voir Xenia, là, comment elle trippe à tuer tout le monde. Je veux dire, c'est quand même tout ce montage-là où ce qui est en train de tirer, puis qu'elle aime ça. Il y a même Ormov qui arrive qui dit ok, peut-être là c'est un petit peu trop. J'aime vraiment, par contre, ce petit moment de comédie-là, je l'aime vraiment. Là. C'est juste un petit peu plus subtil, mais j'aime ça. Puis ben, c'est là que par la suite de ça, ben, on va voir c'est quoi là, exactement le GoldenEye. Pendant ce temps-là, ben, on a Bond qui est à son bureau, puis on va voir la nouvelle Moneypenny, le nouveau personnage de M. Puis on va voir aussi notre scène de Q. On va voir tout ça en scène qui vont en succession.
Moneypenny qui est joué par l'actrice là, qui porte très bien le nom là, je pense qu'il n'y a pas de relation avec le personnage principal qui est joué par Samantha Bond. Leur relation ensemble en tant que telle, ils ont quand même une bonne chimie. T'sais, c'est juste une scène. Fait que il y a plus qu'une scène, mais en tout cas, je veux dire, mettons, on se base juste là, sur la scène d'introduction. Je trouve qu'ils vont bien ensemble en tant que tel. J'aime quand même leur discussion. Puis, tu sais, la manière qu'on apporte Moneypenny, ben, tu sais, à quelque part, justement, ce qui est capable un peu de la remettre à sa place, elle dit, là, tu sais, faut que tu arrêtes de faire tu peux faire des insinuations, mais, tu sais, si tu es intéressé, fais quelque chose ou fais rien. C'est quelque chose là, qui vaut un peu à l'encontre de ce qu'on a vu là, avec tous les précédents acteurs. Le personnage de Tanner qui revient, ça faisait quand même un bout qu'on l'avait vu, Tanner, à moins qu'il m'a échappé. Je pense qu'il était là pour remplacer M dans le film là, de Rien que pour vos yeux. Je pense que c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Mais là, c'est ça, il est interprété par un autre acteur. C'est juste un petit peu la manière d'introduire M, juste pour faire un malaise, puis juste pour avoir juste le coup là, qu'on se demande, ok, c'est qui là, la reine des chiffres, puis finalement, ben, on a l'introduction là, de M jouée par Judi Dench. Moi, je trouve que c'était un bon choix en tant que tel. M est maintenant une femme, puis que je veux dire, elle a vraiment là, elle a de la présence à l'écran. Puis est capable de. Tu sais, on sent qu'elle est capable de mener James Bond. Puis, tu sais, la discussion qu'il y a dans le bureau de M, où ce que quelque part Bond il dit ben votre prédécesseur gardait du cognac là, dans tel compartiment, quelque chose de même, puis elle répond non, ben, moi je préfère du bourbon, ou c'est l'inverse, là, en tout cas, j'y vais là, vraiment de mémoire, puis elle arrive, c'est ça, elle coupe, et puis moi je préfère autre chose, tout ça, elle la remet à sa place tout de suite, c'est comme ça marche, c'est pas. On s'adapte, tout ça, c'est maintenant, c'est comme ça, puis on sent que il y a un petit peu de conflit un peu. Mais on est capable de comprendre qu'elle fait sa job, mais c'est pas un robot, c'est pas justement là, une genre de comptable là, qui dans le fond elle s'en fout là, de son personnel. C'est ce qu'il faut comprendre avec son personnage. Puis je trouve que, je veux dire, toutes ces scènes-là, c'est vraiment solide. Je pense que c'est la meilleure scène qu'on a là, avec James Bond au bureau de MI6. Puis ça, j'inclus la scène de Q. Dans le fond, où Q va commencer à montrer les gadgets là, de la ceinture, puis il va montrer la BMW, que finalement on ne pourra pas se servir là, parce que on est arrivé comme trop tard avec une entente avec BMW. Ça va être corrigé là, vraiment là, extrêmement dans le prochain film, mais c'est ça, dans le film d'aujourd'hui, ben, on n'avait pas de place là, pour faire une scène d'action là, avec la voiture. Mais c'est quand même le fun de revoir Desmond Llewellyn là, dans le rôle de Q. Quand même, c'est toujours le fun là, dans le voir, de voir le personnage. Il a quand même beaucoup vieilli. Là. On le voit là, depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Mais c'est ça, je veux dire, à quelque part, le monsieur devrait être retraité, là, si on va par logique. Mais, encore une fois, on veut y aller avec l'idée qu'on ramène le James Bond iconique. Fait que c'est ça, on voit le GoldenEye, comment il marche. Là, c'est un genre de bombe électronique qui est lancée. Dans le fond, ça fait juste on pointe, puis dans le fond, ça détruit tout. Là, c'est un EMP, là, Electronic, je sais pas trop tout à fait, là, Electronic Magnetic Generator, quelque chose de même. Là. C'était comme c'est quand on parlait là, de Dangereusement Vôtre, je trouvais ça drôle. T'avais les puces qui étaient justement comme anti-ça. Ça aurait été comme le fun d'avoir un peu un clin d'œil pour. Dans le fond, l'hélicoptère que
Xenia elle a volé au début, c'était pour ça, dans le fond, que elle avait la capacité là, de ne pas être attaquée là, par un arme de même, c'est pour ça qu'ils l'ont volé. Ben, tu sais, d'avoir trouvé une manière là, de dire qu'elle avait les puces là, qu'on parlait là, dans Dangereusement Vôtre, je trouve que ça aurait été juste un beau petit clin d'œil à quelque part, mais on s'en sert pas. Puis c'est correct de même aussi, là. J'aurais jamais pensé à ça. J'ai juste repensé quand on a parlé là, de Dangereusement Vôtre là, il y a quelques semaines, moi et Christophe. Alors, on se commence à Saint-Pétersbourg, où ce que Bond continue son enquête, où ce que, dans le fond, il va être sur la piste là, du général Oromov, puis en même temps là, de Janus. C'est pas tout à fait trop clair. C'est sûr, comme je dis, c'est de où est-ce que ça vient, toute cette information-là de Janus. Pourquoi ils sont sur la piste de Janus? Qu'est-ce que Janus a fait qui attire l'œil du MI6? Il n'y a pas vraiment là, de raison là, qu'on lui donne. Puis même quand James Bond arrive à Saint-Pétersbourg, il y a son contact Jack Wade. Je trouve ça dommage de ne pas ramener Felix Leiter, qui, dans le fond, les deux travaillent pour la CIA. Bon. Felix Leiter était rendu pour la DEA, là, mais on s'en fout quelque part. Puis c'était peut-être aussi le fait que justement il s'était fait manger une jambe et un bras. Moi, je pense à quelque part, on aurait pu ramener Felix Leiter quand même avec ses 4 membres intacts. Je veux dire, on y va de l'avant quelque part. Il n'y a jamais vraiment beaucoup de suite entre les films. On parlera pas là, dans le fond que James Bond a été marié dans les films avec Pierce Brosnan. Je pense qu'on aurait pu juste comme prendre l'iconique James Bond avec Felix Leiter. Je pense que ça aurait été une bonne idée à quelque part. Là, on amène Jack Wade, qu'on n'a pas d'antécédent avec, puis il va remplacer Felix Leiter. C'est pas fatal là. Je veux juste mettre ça clair, mais j'aurais aimé ça vraiment que ça aurait été Felix Leiter. Puis même il en parle là, dans le commentaire que c'est le remplaçant à Felix Leiter, mais pourquoi vous avez pas mis Felix Leiter? Je comprends que c'est fait manger, mais on s'en fout ça. Il aurait pu être là, manger là, c'est son bras et sa jambe là, mais en tout cas. Fait que il y a une affaire de code d'agent, tout ça, un petit peu un rappel là, de bon baiser de Russie. Là, Jack Wade va parler là, de Valentin, que Valentin, lui, il va pouvoir l'amener à la tête de Janus. Mais c'est ça, Janus, quand il va rencontrer Valentin, Valentin va lui dire que c'est un Cossack, tout ça. C'est quand même drôle, c'est quand même placé intelligemment, là, je trouve, là, dans le script, de nous placer toutes des idées qu'est-ce que les Cossacks, c'est quoi cette histoire-là, que dans le fond, qui ont été trahis là, par les Anglais. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis que finalement ils se sont tout fait tuer là, une fois qu'ils s'étaient rendus aux Anglais, puis ils étaient supposés avec les Anglais, puis finalement c'est ça, les Anglais ils ont envoyé se faire tuer par Staline, ou en tout cas quelque chose de similaire avec ça. Mais c'est juste embarqué cette idée-là pour plus tard qu'on comprenne le côté là, à Trevelyan. Je trouve que c'est juste c'est comme dit subtilement comme histoire, mais juste voir là, comme tout le lien par la suite, je trouve que c'est tout bien apporté. Le personnage de Valentin, c'est comme on nous a présenté Jack Wade, puis après on nous présente Valentin, puis c'est comme un petit peu là, il y a une étape de trop là-dedans. Ça aurait dû être. On aurait dû ramener John Rhys Davies là, de Tuer n'est pas joué, rendu là, peut-être de trouver une manière là, de trouver une suite à ça. Je pense que ça aurait été le fun. Au moins le personnage ou Gogol ou n'importe quoi, peut-être pas joué par le même acteur, mais ramener un personnage qu'on a vu d'avant, tout ça.
Mais dans le fond, ce film-là veut vraiment comme aller de l'avant, puis comme oublier certaines parties là, qui nous ramènent là, dans l'ère de Roger Moore ou n'importe quel autre acteur avant. Mais je trouve ça dommage. À quelque part, là, j'aurais vraiment aimé ça, là, d'avoir juste un petit peu une continuité là, dans cette place-là, parce que en bout de ligne, on a un personnage de trop. Là. On a des scènes là, dans le fond qui sont rajoutées là, juste pour rajouter un peu là, de temps quasiment. Là, puis c'est peut-être un petit peu le creux du film. Quand on pourrait juste aller un petit peu plus vite. Je suis pas en train de dire que c'est long, mais à quelque part, on a eu toute la présentation de notre nouvelle équipe au bureau de MI6, puis là, on nous présente encore d'autres personnages. Puis là, je veux dire, OK, arrêtez de nous présenter des personnages, puis avancez avec l'histoire. Là. Fait que Bond va se ramasser à la piscine, là, une fois que Valentin il va y avoir dit là, qu'il va réussir à le faire rencontrer là, la tête de Janus. Puis exactement qu'est-ce qui se passe, tout ça passe à l'entente qu'il y a avec Valentin, on s'en fout, là. Ils vont comme s'échanger là, de l'argent puis des missiles, tout ça. C'est le genre d'affaires qu'on voit pas à l'écran, puis on sait pas exactement de quoi ils parlent. C'est pour ça que je dis, coupez ça à quelque part, puis arrangez-vous pour que Xena, elle la voie, elle trouve James Bond carrément là, à l'hôtel. Fait qu'on a comme une petite bagarre là, dans un sauna avec Xena et Bond. Puis, tu sais, juste le fait là, que Bond, il est pas... tu sais, Roger Moore, je pense qu'il il serait peut-être mort là, dans cette scène-là. Ça aurait pas été long. Je pense que Xena, il aurait sauté dessus, puis je veux dire, il aurait commencé à l'embrasser tout de suite. Pierce, il est quand même capable de dire bon ben tu sais, wow, t'es un peu là, tu sais, il y a un certain filtre, il sait qu'il est peut-être en danger quelque part. Mais tu sais, c'est toute une belle petite scène, tu sais, c'est pas long tout ça, puis tu sais, c'est le gars qui arrive en arrière, puis que juste de nulle part, Bond il lance un genre de chaudron par la tête, tu sais, puis ça vient de nulle part carrément. Je veux dire, ça me fait rire à tous les coups. Fait que Xena, finalement, elle va amener Bond voir Alec. Tu sais, tout l'endroit où ils sont, où c'est comme tous des vieux monuments de l'URSS. Tu sais, c'est vraiment montré, là, James Bond, là, comme, tu sais, symboliquement. On voit James Bond qui est là avec comme tout l'ancien monde de James Bond, comme quand c'est tout écroulé, tout ça. Visuellement, toute cette scène-là, je l'aime assez bien. Mais même quand il y a Bond et Trevelyan, chacun leur bord de l'écran, je trouve que toute la filmographie là, de cette scène-là, je l'aime vraiment bien. Puis même la prestation là, de Pierce Brosnan, où tu vois vraiment le questionnement dans sa tête, que voyons, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, t'es supposé être mort, tout ça. On a un bon acteur dans Pierce Brosnan, puis je suis pas en train de parler contre que ce soit n'importe qui d'autre, Roger Moore, Dalton, Lazenby ou Connery, là, je suis pas en train de parler là, de rien contre eux autres. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire de différent avec Pierce, puis je pense que c'est pas la première fois qu'on y va un peu là, en dessous là, de la carapace à Bond. Avec sa femme, c'était quasiment la seule fois là, où on était capable de rentrer là, dans le personnage. Mais là, c'est ça, on va chercher Bond personnellement, mais c'est rare. C'est ça, normalement, là, on va juste chercher avec la femme à Bond. Mais là, c'est quelque chose aussi similaire. C'est quelque chose, quelqu'un qui pensait qu'il était mort, puis il est pas mort, mais tout ça. Mais c'est ça, j'aime bien là, la prestation là, de Pierce là, dans cette scène-là. Pour Sean Bean, moi, je veux dire, je trouve que c'est un très bon choix comme personnage là, contre James Bond. C'est un acteur à quelque part qu'on aurait peut-être pu voir étant James Bond, puis en plus le fait qu'on y rajoute le titre de 006, il y a comme la même formation que James Bond, c'est comme les deux partent sur le même pied, ils ont les deux de l'air quand même assez en forme, tout ça. C'est un adversaire là, qui est comme égal à James Bond. Puis c'est ça, je trouve que c'est quand même un bon choix.
Là, je sais pas, en tant que tel, il a pas tout à fait peut-être le même charisme que Pierce. Moi, je veux dire, je voudrais choisir être un des deux, je voudrais être Pierce Brosnan. Je trouve que lui, il dégage carrément James Bond parfait. Là, mais Sean Bean, je trouve que c'est quand même là, je sais pas si on aurait pu trouver un autre acteur assez aussi égal là, à Sean Bean. Sean Bean, je pense que c'était la première fois que je le voyais là, dans le film là, d'aujourd'hui. Ce qui est plate, c'est qu'il est comme devenu là, le cliché là, de l'acteur qui meurt tout le temps ou qui est quasiment tout le temps machin. Dans sa carrière, j'imagine qu'il doit avoir là, des personnages où ce qui est bon, mais en tout cas, je sais qu'il y a juste une renommée là, d'être tout le temps en train de mourir là, dans ses films. Puis ça va commencer avec le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça, je trouve qu'en tant que tel, là, il est bien choisi. Par contre, pour son histoire, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait depuis 9 ans? Il a comme viré de bord, il est en syndrome de Stockholm. Comment il a fait pour virer avec Orumov, que là, Orumov travaille pour lui. Orumov ne sait même pas que ses parents, c'était des Cosaques. C'est tout ça un peu qu'est-ce qui marche pas tout à fait. Parce qu'à quelque part, Bond va se servir de tout ça pour peut-être en virer Orumov contre Alec un peu plus loin. Fait que, tu sais exactement c'est quoi toute l'histoire en arrière. C'était vraiment pour faire virer un collègue à Bond, pour le faire virer puis qu'il soit le méchant. C'est juste ça que je trouve vraiment plate de tout ça. Mais tu sais, qu'il soit juste légal à Bond, je suis pour ça là, en tant que tel. Puis je trouve ça le fun. Comme concept, c'est juste l'histoire qu'il est nébuleux un peu. Là. Ça marche pas tout à fait. Pendant ce temps-là, il y avait Natalia qui avait réussi à sortir là, de tout le satellite là, où ce que. La base qu'elle était, où ce que le GoldenEye avait attaqué, puis finalement, elle avait réussi à sortir de là. Par la suite, elle a réussi à retrouver, à prendre contact avec Boris. Je trouve que c'est quand même assez bien fait. J'écoutais le film avec mon garçon, puis lui, des fois, il est capable de spotter des choses à l'avance. Mais il l'a pas spoté à l'avance en tant que tel là, que Boris allait être un traître. Puis c'est ça, en bout de ligne, la manière c'est fait, on pense que Boris s'est fait tuer. Puis là, il y a une scène un peu plus loin où Orumov va rencontrer là, des politiciens là, de russes. Puis après, quelque part, il était pas. C'est là qu'on va savoir que Boris a survécu. Mais il faut comme écouter là, assez rapide. Ou plutôt plus au ralenti pour comprendre là, que Boris a survécu là, à Severnaya. Puis c'est ça, finalement, ils se sont arrangés pour kidnapper Natalia. Tu sais, dans le fond, on a pris un peu la manière longue, à quelque part, juste pour la kidnapper, parce qu'à quelque part, il va falloir qu'elle rentre en contact avec Boris, puis tu sais, elle va aller là, dans un magasin où ils vendent des ordinateurs, puis tout ça, puis elle va prendre rendez-vous avec, puis tu sais, dans le fond, c'est toute une affaire là, qui aurait pu être coupée là, assez... on aurait pu faire un autre montage puis couper ça un peu plus raide, là, juste l'avoir en face d'un ordinateur éventuellement, puis juste prendre contact avec Boris. Puis même là, pourquoi que elle n'a pas été kidnappée direct? Là, ça aurait été peut-être un petit peu trop rendu là. Le cheminement, là, j'ai pas de problème en tant que tel. Là, je parle un petit peu là, juste pour donner des alternatives. Là. Mais j'ai pas de problème avec tout le déroulement. Là. Je trouve pas là, qu'il y a de longueur en tant que tel. La seule longueur que j'ai trouvé à date, c'est le temps là, de Jack Wade et de Valentine. Il y avait des belles choses quand même. Là, la chimie entre Valentine et Bond, je trouve que c'est quand même une belle chimie. Puis tu sais, j'ai pas parlé aussi de Jack Wade, qui était Jordan Baker, qui était le méchant principal, là, en tout cas, en guillemets, là, parce qu'on sait pas vraiment c'est qui le méchant principal là, dans Tu n'es pas joué. C'était quand même un choix bizarre quand même. J'en ai un peu rien à foutre en tant que tel. Je suis pas attaché nécessairement là, à cet acteur-là. Il fait une job, qu'est-ce qu'il a à faire, mais il aurait pu s'appeler Felix Leiter tant qu'à moi. Et c'est ça, en tout cas. Je sais juste que je retourne un petit peu en arrière parce que je n'avais pas parlé. Là, mais Valentine, je l'aime bien. J'aime beaucoup plus Valentine que Jack Wade. Fait que Bond, qui a été
endormi là, avec un genre de fléchette endormissante. Là. Il se réveille par Natalia qui est en train d'y crier par la tête parce qu'ils sont dans un hélicoptère, puis il y a des missiles qui vont être lancés de l'hélicoptère. Puis en tout cas, c'est leur première rencontre. C'est quand même. Je me fais quasiment avoir encore aujourd'hui avec les missiles qui sont lancés de l'hélicoptère, puis que là, ils partent, puis là, tu te dis, bon, ils sont lancés, puis là, ah oui, c'est vrai, les missiles revirent de bord pour détruire l'hélicoptère. C'est comme je me fais avoir encore à chaque fois, là, même à ce jour. Là, je passe pas plus loin là, non plus. Là, c'est pas comme j'écoute la scène, puis je me dis, ah oui, c'est tout le temps là, les missiles qui vont revenir de toute chose. En tout cas. Fait que nos personnages se rencontrent enfin, mais aussitôt qu'ils sortent de l'hélicoptère, ben l'armée russe vient de les capturer. Fait qu'ils sont capturés, libérés et recapturés tout de suite. Fait que c'est là qu'ils vont être interrogés là, par le ministre de la Défense Mishkin. On a eu un petit peu de connexion entre les deux personnages. Est-ce que Natalia elle a cru à toute l'histoire là, de Bond? C'est sûr qu'elle a commencé à s'ouvrir un petit peu. C'était comme la seule personne, mais elle est facile à soutirer un peu d'informations tant qu'à ça. Bond il va arriver puis il va lui dire regarde, tu devrais prendre ta chance avec moi parce qu'en bout de ligne, il n'y a personne d'autre. Là. Mais quelque part, si mettons, justement, il est infiltré, moi je pense qu'elle aurait dû rien dire, là, mais en tout cas, peut-être qu'elle trouve elle trouve Pierce à son goût. Puis, elle est prête à dire n'importe quoi. Là, fait que, c'est Bond après tout. Fait que toute la scène, dans le fond, là, du ministre de la Défense qui arrive, puis Ourumov qui arrive par la suite. Je trouve ça quand même assez brutal comme scène. À quelque part, Ourumov va tuer le ministre de la Défense. Je trouve ça me fait un saut quasiment à chaque fois aussi. Je disais tantôt, je m'attendais pas au missile. Ben ça, je pense que je m'en attends comme jamais exactement là, quand est-ce qu'il va arriver puis qu'il va tirer, il va tuer le ministre de la Défense. Je trouve ça quand même assez sec. Puis tu sais, je suis en train d'écouter le film puis en prenant mes notes, ben, je vois comme des choses qu'on va ramener là, des tons qui va revenir là, quand on va parler là, de Casino Royale. C'est comme j'avais jamais vraiment vu le lien entre les deux films. Puis avec des scènes de même, c'est des choses là, qu'on va comme exploiter à fond quand on va retourner là, avec le même réalisateur là, dans Casino Royale 2006. Fait que l'évasion de le quartier de l'armée russe, je trouve toute cette scène-là, tout au complet, ils vont aller dans les archives où ce que Bond va sortir la ceinture pour faire un saut de Tarzan, mais finalement, ce sera pas comme dans Octopussy, il n'y aura pas de cri de Tarzan. Toutes ces scènes-là, je veux dire, ça se met à exploser. C'est à peu près temps. C'est pas que comme je disais que je m'ennuyais, mais c'est à peu près temps là, que ça bouge un peu. Ça tire de partout. Je veux dire, c'est des séquences qui sont spectaculaires. Je veux dire, j'embarque totalement là, dans toutes ces scènes d'action-là. Là-dedans, ben, Natalia elle se fait capturer, puis finalement, ben, Romov va partir avec Natalia. Et Bond va la poursuivre en tank. C'est très Bondesque. Toute la scène où le tank se promène là, à Saint-Pétersbourg, qui est la moitié, il y a une partie qui a été filmée vraiment sur place, puis finalement, ben, ils ont eu. Ils se sont comme quasiment fait extorquer là, par. La Russie rendue là, il y avait comme payé là, des permis pour pouvoir jouer sur place. Puis quand eux autres se sont informés, ils sont arrivés puis ils ont dit ben je pense qu'on vous a pas chargé assez, fait qu'on va vous demander plus, mais quelque part ils n'avaient pas plus dans leur budget, fait qu'ils ont essayé de trouver un compromis, mais ils savaient que dans le fond là, il allait avoir plus de problèmes avec l'armée russe par la suite, fait que l'équipe de filmage là, s'est retirée là, de l'endroit, puis finalement ben, ils ont construit en studio une partie de rue, puis en tout cas ils vont l'avoir exploité là, de tous les sens, tout ça paraît pas honnêtement. Je trouve que le montage là, de toute cette scène-là est quand même assez bien. Il y a des fois où on voit que c'est des miniatures, là, comme quand le tank qui rentre là, dans un édifice, là, puis il suit là, la petite voiture, on voit que les personnes là, ils bougent là, comme des marionnettes en dedans de la voiture.
quelque chose à remarquer la prochaine fois que vous écoutez le film. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est très apparent. Puis moi, je suis plus capable de l'enlever quand j'écoute le film. Là, c'est juste ça que je vois, là, malheureusement. Puis c'est comme je disais, c'est toute cette scène-là où c'est John Hartman qui fait la musique. Puis ça fait James Bond en rendu là. C'est correct, là, j'ai aucun problème. Moi, ce que j'aime par contre assez bien, puis qui me fait quand même assez sourire, même rire un peu, c'est Orumov, à chaque fois qu'on le voit, c'est qu'il est toujours en train de boire, puis il est comme en train d'essayer d'accepter le tank qui est en train de qui est à leur trousse, puis on dirait qu'il est pas capable là, de juste l'admettre ou quelque chose de même. Il est là en espérant quasiment là, que le tank va disparaître là, à force de boire, quelque chose de même. Je trouve ça quand même je trouve ça drôle rendu là. Alors la scène va clôturer avec le face-à-face du tank et d'un train. Trevelyan et Xenia se sont ramassés sur un train, puis Orumov va les rejoindre. Finalement, le tank de Bond, il va rester sur place, puis finalement, il va réussir à arrêter le train, puis tout ça, puis il va rentrer en dedans. La fin d'Orumov, je trouve que c'est comme assez. Ça se termine assez abruptement. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'une grosse séquence là, de bataille entre les deux personnages? Peut-être pas, mais peut-être d'avoir quelque chose, parce que ça finit juste d'un coup de feu qui part de nulle part, puis le personnage est mort. Je comprends que dans le fond, on a changé là, la direction d'Orumov. C'est plus comme l'ennemi principal qu'on pensait que c'était là, depuis le début du film. On l'a changé pour Trevelyan, puis Orumov n'est plus important, mais je trouve quand même ça assez très abrupt pour qu'est-ce qu'on voyait le personnage, parce que on l'a vu comme toute la première moitié du film. Je pense qu'on aurait dû avoir quelque chose de plus. Surtout à quelque part, là, c'est sûr que Orumov était comme un peu là, il se posait des questions, là, qu'est-ce qu'il est en train de questionner. Trevelyan, puis tu sais, c'est là ce qu'il a quasiment viré de bord. Là. Je pense pas qu'elle a viré de bord nécessairement, mais c'est ça qui me fait en plus que ça marche pas l'histoire de Trevelyan. C'est qu'est-ce qui s'est passé vraiment là. C'est juste que ça fait que c'était un méchant dans l'univers de Bond, puis il est méchant pour être méchant rendu là. Tu sais, on peut quand même comprendre le point de Trevelyan. Moi, je veux dire, je me dis, bon, si dans un autre film, peu importe, on a notre personnage principal, même Bond, ses parents se font tuer par un pays, Bond qui veut se venger sur tout le pays, quelque chose de même, tuer les enfants, puis tout le monde qui sont innocents là-dedans, c'est pas correct à quelque part, mais juste par l'idée de base de la chose, c'est quelque chose que, dans un autre contexte, c'est quelque chose qui pourrait être bien vu. Là, c'est sûr que Trevelyan veut tuer un pays au complet, puis avec les innocents au travers, là, c'est un côté extrémiste quand même. Mais je veux juste apporter ça comme idée que c'est juste une question là, de perspective. Fait que c'est ça, pour sortir de là, Bond, on l'avait vu utiliser un laser au début du film, mais là c'était un fusil, mais là c'est rendu dans sa montre, puis en tout cas, pendant qu'il fait un trou là, dans le plancher pour sortir de là, on voit Natalia qui est en train là, de faire, dans le fond, qu'est-ce qu'on avait vu un peu plus tôt que... Boris, lui, qu'est-ce qu'il faisait là, dans le fond pour retracer là, où est-ce que le signal que la personne là, qui est connectée avec lui, où est-ce qu'il vient. Puis là, c'est un petit peu niaiseux dans le fond là, où est-ce qu'il parle là, des codes de secrets là, pour pouvoir accéder au programme, tout ça. Je veux dire, on le sait tout en partant. Là, la première fois qu'elle pose la question, c'est quoi, tu t'assis dessus? C'est une chaise. Là, pourquoi qu'elle n'a pas pensé à la chaise? C'est pas important rendu là. C'est juste pour que ça ait du sens. Puis on veut pas se casser la tête avec ça. Mais c'est ça. Toute cette séquence-là, ça termine demain. Puis, c'est comme après cette scène-là que finalement Bond et Natalia, là, ils vont se rapprocher. Mais tu sais, c'est comme sur le train où ce que Bond arrive, c'est comme il court après Natalia pour la sauver, mais en bout de ligne, je pense qu'il courait plus après Orumov.
Puis, tu sais, après un bout, là, où ils vont se ramasser sur la page, ils vont parler là, ensemble, puis Natalia va dire, est-ce que tu voulais vraiment dire qu'est-ce que tu as dit plus tôt, là, dans le fond, je valais rien pour toi. Ils se sont rencontrés genre 20 minutes avant, là, je veux dire, ça n'a pas tout à fait rapport. Là, c'est normal que Bond a dit ça. Qu'elle ne comprenne pas ça, c'est un non-sens là, dans ma tête. Là. Ils se connaissaient pas, puis elle aussi, dans le fond, elle n'avait rien à foutre. C'est peut-être une petite partie là, qui est un petit peu mal développée dans la relation de Bond et Natalia. Ils vont bien ensemble, comme je disais un peu plus tôt. Mais au départ, ça part, c'est juste que comme ils sont vraiment comme étiquetés Bond et Bond Girl là, quelque part, puis juste il est avec elle, mais il n'y a pas de raison en tant que tel pourquoi que un devrait se soucier de l'autre. Fait que il se ramasse à Cuba. Dans le fond, là, dans la scène où ce que Natalia est en train là, de traquer, où ce que Boris était. On sait pas exactement, ça finit comme la scène où dans le fond Boris a réussi à comme tirer là, à fermer les serveurs, puis on sait pas vraiment s'il était à Cuba là, il a comme réussi à couper la connexion avant. Encore une chose où ce que je trouve que pourquoi ils se ramassent à Cuba par la suite et qu'ils savent qu'ils sont à Cuba. La scène a été. Pas la scène, mais c'est ça. Boris avait réussi à couper la connexion. Fait que, en tout cas, il mise à aller à Cuba, puis peut-être qu'ils sont à mauvaise place là, totalement. Mais en tout cas, ça a l'air qu'ils ont raison. C'est là où on va voir la BMW, puis que Wade va revenir, puis Wade va partir avec la BMW. Ça a l'air qu'il y avait une scène là, qui avait été écrite où que Wade aurait pu baiser sur des pitons là, de la BMW pour envoyer des missiles, puis en tout cas, finalement, on a décidé de ne pas la filmer, là, ou on l'a filmé, puis on l'a coupé. Tant mieux, dans le fond. Le film, dans le fond, quand il a été le premier montage, là, ils ont essayé là, avec un auditoire test, puis finalement, ils ont coupé 12 minutes du film. Fait que, puis ça a l'air qu'il y a quelque chose comme juste 2 scènes qui ont été coupées. Puis le restant, là, c'était tous des petits bouts de scène, là, après ceux qui ont coupé. Là. Mais il y avait 2 scènes majeures, puis juste des petits des bouts là, qui ont de l'édition, tout ça, là, qui ont coupé par la suite. Ça, c'est ce qu'ils disent. Fait que Bond et Natalia se ramassent dans un avion pour chercher un satellite, puis finalement, ils trouvent pas. C'est là où ce que, dans le fond, le Janus, l'équipe Janus, vont dire ah non, mais tu sais, on est là, ils vont peser sur le piton pour là, lancer un missile. C'est comme pourquoi qu'ils en lancent un missile, il était sur le point d'en revirer de bord. Là, c'est là où il faut embarquer un peu là, la logique James Bond, un peu. Je veux dire, ça doit arriver juste pour ça doit arriver là, pour que l'histoire continue. Mais il n'y a aucune raison pourquoi qu'on doit lancer un missile. Peut-être qu'il aurait fallu que l'avion, je sais pas, que ce soit un hélicoptère, peut-être, puis qu'il rapproche là, du lac, quelque chose de même, puis que là, il y ait un missile qui soit lancé. Je pense que ça aurait pu être juste corrigé un petit peu de même, puis ça aurait mis un peu plus là, de logique dans toute cette scène-là. Mais en tout cas, ça, c'est ça qu'on a, c'est tout ce qu'on va arriver avec. Fait que l'avion va s'écraser, puis Bond va être sonné avec Natalia. Je trouve que c'est rare qu'on voit ça, James Bond qui est sonné. Quelque part, normalement, Bond va sortir d'une situation, puis il n'y a pas de problème, on continue. Mais il va comme s'effondrer à terre, puis il va juste se réveiller là, avec un autre hélico qui arrive. Puis là, c'est là qu'on va avoir comme la fin du personnage là, de Xena Onatopp. Est-ce que c'est trop rapide? Je pense que c'est juste correct. Mais tu sais, je trouve que c'est juste la manière que ça termine. Oui, je comprends qu'il dit le commentaire là, qu'elle a toujours aimé ça, là, d'avoir une grosse colle ou quelque chose de même, de se faire serrer ou quelque chose de même. C'est correct comme commentaire. Je veux dire, c'est du James Bond, j'ai pas de problème avec ça.
Mais je sais pas, tu sais, c'est comme là, on veut éliminer les personnages. Là, tu sais, c'était Ormov que ça avait été assez rapide. Là, on a pris un petit peu plus notre temps avec Xenia, mais je pense qu'on aurait dû avoir peut-être Xena qui arrive après Trevelyan à la fin. Je pense que juste que ça termine de même, elle se fait écraser avec un arbre. Je pense qu'elle aurait dû survivre à ça. Puis elle aurait dû revenir à la fin. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Qu'elle meurt là, ben c'est ça que je trouve ça un petit peu. Où elle aurait dû mourir super brutalement. Là. Ben, je sais pas que se faire ramasser par un hélicoptère, se faire écraser de même, ça doit pas faire du bien, là. Mais il n'y a pas de dommages apparents. C'est plus ça, je veux dire, elle s'est pas fait couper en deux à rien, tout ça, c'est juste fait écraser un peu. Mais si on la garde, elle a de l'air est encore entière. Fait que c'est peut-être pour ça, à quelque part, que je trouve que c'est quand même assez curieux. Dans ces genres de films-là, si mettons genre t'es pas sectionné en deux ou quelque chose de même, puis que tes quatre morceaux, tes quatre membres encore là, ben tu t'es encore vivant. Là. Normalement, c'est ça la règle de ces genres de films-là. Mais c'était assez là, pour la tuer. C'est juste ça que je trouve un petit peu qui marche pas. Fait que le satellite, il va sortir de l'eau, puis c'est un endroit qui existe vraiment. Là, dans le fond, c'est un satellite là, qui est pointé là, dans l'espace pour essayer de trouver là, des messages extraterrestres, je crois. Que dans le fond, cet endroit-là a été désactivé, ou en tout cas, je veux dire, on l'a démonté. Ces dernières années, je pense que c'est en 2020-2019, quelque chose de même. On l'a vraiment, l'endroit était rendu désuet, ou je pense que le satellite en tant que tel, il a rouillé, quelque chose de même. Vous pouvez faire votre recherche, tout ça, mais ça fait juste 1 an ou 2 qu'elle est plus fonctionnelle comme endroit. Là. Toute la maquette de l'endroit, parce que tu sais, oui, il y a l'endroit, mais c'est une maquette qui sort, tout ça, là, c'est bien. Je trouve que c'est quand même assez bien. La seule question que je vais me poser par contre, c'est que quand on voit l'eau comme est aspirée à l'intérieur, c'est comme si c'est une image inversée. Ça va à l'envers. On le voit quelque part dans le montage que c'est l'eau fait comme à rentrer et comme aspirée à l'intérieur. Tu sais, c'est comme bizarre un peu. Peut-être qu'il y a un genre de gros une balayeuse là, dans le fond puis qui aspire, là, tu sais, mais honnêtement, je pense pas que c'est le cas, là, mais c'est juste assez étrange là, dans le montage. Ça, je vais en profiter là, juste en même temps pour dire, toutes ces maquettes-là, ils paraissent bien, tout ça. La personne qui était en charge de ça, là, Derek Meddings, à la fin, dans le générique, on va le voir que le film, là, c'est marqué en mémoire de Derek Meddings. La personne là, en charge là, des effets visuels, qui était là, depuis vraiment longtemps là, dans les films de James Bond. Même j'en ai parlé là, dans les films là, de Batman 89. Beaucoup des films de Superman, l'original, je pense le 2 puis le 3. Il faisait les effets visuels. Puis, tu sais, ça paraît super bien. Là. C'est juste qu'il est décédé là, quelques mois là, après avoir fini de filmer le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça, il a fait du bon travail, tout ça, puis j'ai rien à dire. Puis même dans Superman 78, il a vraiment là, fait du beau travail, puis ça paraît encore là, en 1995. C'est juste l'eau qui est inversée que je comprends pas exactement pourquoi que ça pouvait pas être dans l'autre sens. Ça, c'est juste pas. J'ai pas compris tout à fait pourquoi. Là. Fait que Bond va se ramasser là, à l'intérieur de la base, puis il va remettre des bombes pour pouvoir faire sauter là, le quartier des méchants. Là. On fait comme un parallèle avec le début. Dans le fond, c'est carrément la même affaire. Dans le fond, là, c'est Bond qui se fait capturer. Pendant ce temps-là, Natalia a réussi à esquiver là, tout le monde. Là, quelque part, elle a réussi à les fouiller dans les ordinateurs, puis barrer là, les accès à Boris. On est au début là, de Windows 95, puis les mots de passe, tout ça.
on venait de lâcher DOS. Ben, on avait Windows 3.1 aussi là, à l'époque. Mais le monde commençait à embarquer là, dans l'univers informatique. C'est vraiment un autre temps. Puis il faut essayer de se replacer dans le temps. C'est bien beau arriver et dire là, le mot de passe, là, c'était. On peut rire de ça, que c'était chaise. Là. Mais en s'en remettant à l'époque, c'était déjà quelque chose d'assez compliqué quelque part. Là, aujourd'hui, là, il faut mettre une lettre, une voyelle, pas des voyelles, mais des majuscules, des minuscules, avec aussi là, des symboles, puis des chiffres, tout ça. C'était pas ça dans le temps. Puis, c'était assez. Il fallait apprendre de ça, dans le fond, que c'était pas assez, mais c'est pas grave. Puis, je veux dire, c'est vraiment là, une affaire là, que les gens qui ont quelque chose à dire contre ça, ben, dans le fond, là, ils savent pas quoi dire. Fait que, on avait vu un peu plus tôt que Boris, puis il fallait le remarquer en tant que tel, que Boris, il aimait ça avoir son crayon dans les mains, puis il était comme stressé, puis c'était une manière là, de se détendre tout le temps en train de peser sur le crayon, là, mais. Comment est-ce qu'il se ramasse avec le crayon à bande dans ses mains? C'est comme assez. C'est pas assez explicite comment que c'est fait, là. Bond échappe son crayon, puis il ramasse quelque chose en même. Je pense que j'ai jamais pris note de savoir comment il ramasse le maudit crayon. Fait que, mais sur le crayon, c'est ça, c'est un détonateur, puis c'est une petite bombe, puis finalement, Bond va y tasser les mains, puis ça va tout faire. Dans le fond, il va l'envoyer là, dans une mort là, d'essence ou quelque chose de même là, qui a été percé là, à l'étage supérieur, tout ça, puis finalement, toute l'explosion de l'endroit va démarrer. C'est comme le quartier général, c'est comme je me dis d'un côté, il me semble que c'est pas passé grand chose à cet endroit-là, mais en tant que tel, c'est comme un gros groupe à devenir. Je veux dire, c'est un petit groupe de méchants, si on veut, mais il va devenir un peu plus gros, quelque chose de même. C'est une petite base, mais il se passe pas grand chose dans le fond, dans tout ça. C'est pas long parce que dans le fond, il y a les explosions puis elle commence à se faire détruire cette petite base-là. Mais à quelque part, c'est correct. On s'en va vers la fin à grands pas. On est rentré puis on est déjà là en train de ressortir. On va avoir le combat là, de Trevelyan et Bond qui vont se battre un peu partout. Ça va se tirer un peu partout. Puis il va y avoir un combat là, qui va durer peut-être là, une 45 secondes. Là. Ils vont vraiment se battre là, les deux ensemble. Combat assez. Dans le fond, il va rappeler un peu, là, c'est ça qu'il voulait faire. Que ça va rappeler un peu Bon baiser de Russie, là, où on avait Bond qui se battait là, contre Red Grant dans le train, tout ça. C'était assez brutal comme combat, tout ça. Puis on ressent ça. Bond va comme perdre un peu le combat à main nue avec Trevelyan. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un film de Bond. Alors Bond va devoir gagner. Bond va tirer une échelle, puis finalement il va tomber avec l'échelle, tout ça, puis là ils vont continuer le combat là, sur l'antenne, le bas de l'antenne. Puis finalement, Natalia va avoir pris, elle va avoir embarqué à bord d'un hélicoptère, puis finalement ça va être une distraction, puis qui va faire que Trevelyan va perdre l'attention. Puis on a eu comme la thématique là, de James Bond qui dit qu'il fait ça pour l'Angleterre, mais finalement qu'il va faire ça pour lui là, d'éliminer Trevelyan. Ce qui me tanne vraiment là, de ça, puis ça j'ai jamais aimé ça. Puis je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui dit que dans le fond ça ne dérange pas. Il tombe de super haut, puis finalement, il est encore vivant. Je comprends que la base, après ça, elle explose, puis ça va comme le surtuer. Là, il va mourir 2 fois, quelque part. C'est ça, je trouve un petit peu nono. Là, il tombe de tellement haut, puis qu'il survit à ça. Pourquoi est-ce que, dans le fond, Xenia n'a pas survécu là, à se faire écraser par un avion rendu là? Je comprends que Trevelyan, la manière qu'on nous montre ça, là, il était pas en train de s'enlever. Mais sauf que il n'y a pas de problème, il était encore en train de crier. Tout ça, je sais pas, c'est pas quelque chose là, que je trouve que il aurait dû juste mourir là. Je trouve que ça aurait été plus brutal là, quelque part. Puis je trouve que ça aurait été plus satisfaisant là, à la fin. Fait que toute la base a été à l'exploser, puis finalement il reste juste Boris, que lui il aime ça, là, dire qu'il est imbécible, c'est comme sa marque de commerce, puis finalement il y a
des produits là, qui se répandent sur lui, puis finalement, là, ben, il va mourir là. Bond et Natalia sont amenés avec l'hélicoptère dans un champ. Puis l'hélicoptère s'en va. Ça fait un peu penser à la fin là, de Goldfinger, où ce que Bond est dans un champ, puis que dans le fond, il y a un hélicoptère qui passe, puis que l'hélicoptère les voit pas, puis vraiment Bond il reste avec Pussy Galore. C'est un petit peu un genre de spin qu'on fait à la fin. Bond et Natalia sont dans un champ, mais finalement, il y a une armée qui est carrément alentour d'eux autres. Il y a Jack Wade qui est là aussi. C'est comme un petit peu pour alléger un peu la fin du film. Mais c'est un film de James Bond, il faut que ça soit allégé à la fin du film. Là. Fait que ça finit pas mal là. On a la tune de Experience of Love qui est chantée par celui qui fait la musique là, du film, Eric Serra. Moi, j'ai pas tout à fait de problème avec cette chanson-là. C'est une tune que j'aime quand même assez bien. C'est pas aussi bon là, que GoldenEye. Mais j'aime mieux cette tune-là, mettons, que If You Ask Me To, mettons, la chanson générique là, du dernier film. Puis même If There Was a Man, là, de l'autre film avant. Je trouve que c'est peut-être là, depuis Tuer n'est pas joué, c'est là qu'on a une tune pour le générique de fin. On a une au début, puis on a une à la fin différente. Puis je pense que c'est la meilleure des trois. Personnellement, je trouve qu'elle est bien. C'est une petite tune calme un peu. Mais je veux dire, moi j'aime cette chanson-là. Alors, en conclusion, ben, il y a des petits moments qui me gossent beaucoup. Tu sais, je l'ai dit, comme l'amiral là, qui sort avec son sourire. Il y a toutes des petites affaires de même là, qui vraiment qui m'énervent dans le film. C'est des termes que j'utilise rarement, mais c'est des affaires qui me chicotent quand j'écoute ce film-là. Sauf que, tu sais, c'est tellement caché par tout le restant, là. Il y a des affaires là, vraiment puissantes là, dans ce film-là. Comme, je veux dire, Xiana Onatop, je veux dire, je l'aime. En tout cas, j'ai dit qu'est-ce que j'aimais là, à propos d'elle. Il y a l'action de ce film-là, l'introduction, la scène de tank, la finale, toutes les scènes d'action dans ce film-là, je veux dire, sont vraiment époustouflantes. Là. Je veux dire, j'ai rien à dire. Là. Je veux dire, j'embarque à 100 à l'heure, là, puis même plus que 100. Là, j'embarque totalement. Là, une fois que chaque action commence, là, chaque scène, je veux dire, je suis toujours captivé dans ce film-là. Mais même les scènes plus calmes, là, je veux dire, Bond qui rencontre M, puis toutes ces scènes-là, Bond qui est sur le bateau en train là, d'investiguer là, qu'est-ce qui s'est passé avec l'amiral, tout ça. Je sais pas pourquoi il est sur le bateau, mais je m'en fous à quelque part. Je veux dire, j'embarque totalement là, avec tout ce qui se passe là, dans les scènes. Mais je pense que le plus important aussi, c'est que j'embarque avec Pierce Brosnan dans la globalité. Là, je veux dire, ce film-là, sans Pierce, si ça avait été Timothy Dalton qui aurait continué, je pense qu'il aurait été bon, mais je pense que ça n'aurait pas été qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que ça n'aurait pas marché de toute façon avec Timothy Dalton. C'est comme ça aurait vraiment juré là, avec son style. Mais Pierce, je veux dire, il nous vend le film. Ça sera peut-être pas le cas là, dans les prochaines semaines. Je vais juste lancer ça un petit peu. Je lance une perche pour les semaines suivantes. Mais pour le film d'aujourd'hui, il est là. On sent que lui, il veut être là. Il est content d'être là. Mais en même temps, il se prend pas pour acquis. Il essaie de nous vendre son James Bond. Puis honnêtement, je pense que ça fait que c'est un des meilleurs là, dans toute la franchise. C'est dans mon top 5 de James Bond. Peut-être pas le numéro 1. Mais tu sais, mon top 5 de James Bond est toujours alternatif. Tu sais, je veux dire, une semaine c'est un. Puis le lendemain, ça peut être un autre, tout ça. Fait que c'est toujours, comme j'ai déjà dit, c'est comme les 5 premiers, c'est les 5 premiers. C'est comme, ils sont tous numéro 1. Les 7-8 après, c'est les 7-8 après. Puis, tu sais, c'est à peu près là, en tranche de 5-6, là, mettons. C'est comme ils sont toujours interchangeables. Là. Fait que c'est juste ça qu'il faut tout le temps le garder en tête là, quand je dis là, c'est dans mon top 5. Ça veut dire là, que c'est à quelque part mon meilleur James Bond, mais il y a des fois ça peut changer. Ils sont tous interchangeables. Quand on parle GoldenEye, bien sûr, le film aussi,
il y a eu une genre de deuxième vie ou je veux dire une popularité. Sur le jeu là, du Nintendo 64, où ce qu'on a refait un peu le scénario de James Bond. C'est ce qui est drôle un peu là-dedans, c'est que c'est un jeu de 1997 qui est sorti 2 ans plus tard, quasiment quand le prochain film allait sortir. Là, Demain ne meurt jamais. Là, c'est quand même assez étrange. Là. Mais c'est un jeu là, que je veux dire que j'ai joué là, abondamment là, dans ces temps-là. Tout ça, c'est un jeu qui était quand même assez solide. Il y avait eu un genre de successeur, le Perfect Dark, qui était fait sur le même moteur, puis que je pense que lui avait comme perfectionné là, ce jeu-là en tant que tel, puis il était encore plus le fun. Mais je veux dire, je voulais juste parler là, de GoldenEye 2 minutes, que dans le fond, à partir de ce jeu-là, c'est sûr que c'est pas le premier shooter, là, first-person shooter qui existe. Là, on avait Doom, puis on avait même Wolfenstein avant, puis c'était pas mal quand même dans les débuts, mais sur le Nintendo 64, ben, je veux dire, je pense que c'est un jeu là, qui est vraiment là, assez important là, pour cette époque-là. Puis c'est c'est sûr qu'il a comme un peu mal vieilli parce que les pixels là, ou les personnages là, sont tellement carrés, là, c'est tous les polygones, tout ça. Mais ça l'a aidé beaucoup, je pense, là, à toute la remontée de James Bond à l'époque. Fait que c'est pas mal tout là, pour aujourd'hui là, en rajoutant là, avec GoldenEye. C'est tout un genre de phénomène dans le fond où ce qu'on a réussi à replacer James Bond sur la carte. On avait peur en rentrant, mais le produit qu'on a fait, oui, il y a place à l'amélioration, mais pas bien. Je veux dire, à quelque part, faire un film parfait, ça n'existe pas tout à fait de toute façon. Mais je pense qu'on est capable de satisfaire tout le monde. C'est ça que je veux dire. Il y a des petites choses, comme j'ai dit, qui méritent, mais je suis capable de passer au travers parce qu'on a un James Bond qui est comme parfait. Mettons, le premier James Bond parfait ou le James Bond typique, on a Goldfinger. Après ça, on va avoir dans l'ère de Roger Moore, on va avoir l'espion qui me met, qui va donner comme le deuxième souffle. Ben là, on donne vraiment clairement le troisième souffle à James Bond pour dire qu'on peut embarquer là, dans une nouvelle ère. Puis, je veux dire, à partir là, du film d'aujourd'hui, ben, on va avoir comme la suite. Et puis éventuellement, ben, on va probablement avoir un autre film là, probablement avec le nouvel acteur. Peut-être le film là, qui va sortir là, de Mourir peut attendre. Ça me surprendrait en tant que tel. Au pire, on l'a eu avec Skyfall, mais en tout cas, on en parlera là, quand on sera rendu là, à ces films-là. Mais avec un nouvel acteur, je pense que des fois, on a, tout le monde en arrière de la caméra vont se forcer, puis même en avant de la caméra, vont tous se forcer pour faire un James Bond parfait. Puis ça se voyait que tout était aligné pour essayer là, de faire que le personnage de James Bond puisse continuer là, dans un avenir. Puis là, on était comme reculé au mur. C'est malheureux parce que c'est pas comme si, mettons, James Bond n'était pas rentable. Comme j'ai dit, dans le fond, on sentait là, qu'avec Timothy Dalton, la franchise était descendante. C'est juste vraiment dommage. Je pense que la renommée là, les deux films de Timothy Dalton se sont améliorés par le temps. Depuis le temps, là, je pense que quand Daniel Craig est arrivé, on a pu commencer là, à apprécier beaucoup plus là, les films de Timothy Dalton. Mais malheureusement, en 87 et en 89, c'est pas des films là, qui ont été appréciés là, à leur juste valeur. Fait que la semaine prochaine, ben, on va parler là, de Demain ne meurt jamais. Et bien sûr, ben, je vais être tout seul encore une fois. N'oubliez pas de commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, voir si, mettons, est-ce que c'est le meilleur de Pierce Brosnan? Est-ce qu'il part directement là, sur un côté vraiment là, assez haut?
Mais en tout cas, gênez-vous pas là, de parler du film d'aujourd'hui, vos commentaires. Est-ce que Pierce Brosnan, c'est vraiment le meilleur en tant que tel là, dans la globalité? Je suis pas en train de dire que quand il y en a un qui est meilleur, les autres sont pas bons. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Moi, je veux dire, je les aime toutes à leur degré, puis ils ont toutes leurs forces, leurs faiblesses, tout ça. Juste comme je dis tantôt, Pierce, il est juste comme la globalité, il est comme le James Bond parfait, typique. Il y a personne qui est mieux placé qu'une carrure plus parfaite que Pierce pour incarner le rôle. Fait que gênez-vous pas là, dans le fond là, de commenter là, sur Facebook, Twitter ou n'importe quelle place où que vous trouvez là, le podcast. Alors, d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas que moi, au podcast, j'essaie toujours de vous éduquer pour deux choses. De un, de jamais laisser l'ennemi vous voir saigner. Et de deux, de toujours avoir un plan d'évacuation. Oh, he blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi. And you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion dont Podbean, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.